Oui, bien, cette semaine, nous avons choisi comme thème les deux truites qui, en fait, sont les seules qu'on peut dénommer ainsi au Québec, qui sont la truite brune et la truite arc-en-ciel, deux de nos salmonidés. Pour nous en parler, nous avons avec nous Yvon Gravel, biologiste au ministère Loisirs, Chasse et Pêche. Yvon, ces deux espèces plutôt rares, oui, les juste deux, nous parler de ça un petit peu. Là, oui, les deux véritables truites, comme vous disiez, on les reconnaît des ombres de fontaine, notamment là, la truite mouchetée ou les autres truites, par les taches foncées qu'ils ont sur le côté. C'est la principale caractéristique. Les truites mouchetées n'ont pas ces taches foncées un peu comme le saumon ou la truite brune ou la truite arc-en-ciel. Or, leur présence dans nos eaux, comme vous dites aussi, c'est des truites non indigènes. Elles ont été introduites, notamment à partir des années 50, par le service des piscicultures du gouvernement du Québec. Et de façon plus intensive en 1963, alors, ce qui fait que les pêcheurs actuellement, dans les eaux de la région de Montréal, peuvent capturer en abondance la truite brune, qui offre un meilleur succès de pêche que la truite arc-en-ciel. Mais toutes les deux sont présentes. Et quels sont les plans d'eau de la région de Montréal où on les retrouve? Évidemment, le fleuve Saint-Laurent pour la brune et l'arc-en-ciel, le lac Saint-Louis, le barrage de Beauharnois, ou encore la pointe du Buisson, ou encore la semaine dernière, on capturait une truite brune de 18 livres, en même temps qu'un copain en prenait une de 9 livres. Ah bon, il y a aussi, dans certains tributaires du lac des Deux-Montagnes et au lac Saint-François. Maintenant, en termes d'habitude de vie par rapport à nos truites indigènes ou nos salmonidés indigènes, oui. C'est-à-dire quelles sont... C'est des véritables truites. Hein? Le régime alimentaire va s'orienter principalement vers le plancton, les insectes, tous les autres invertébrés qui se trouvent là, ce qui leur donne une chair délicieuse à consommer, comme les ombres de fontaine du Nord. Oui, puis en termes d'exigence, température, oxygénation, elles sont beaucoup plus résistantes, mais quand on considère... Beaucoup plus résistantes, beaucoup plus tolérantes, quand on considère quand même le débit du fleuve Saint-Laurent, comparativement à d'autres rivières, c'est très oxygéné, c'est un milieu... très convenable pour ces espèces-là. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les retrouver dans un milieu absolument urbain, comme où nous nous trouvons actuellement. Bon, oui, à l'ombre des gratte-ciels, ou à peine à 3 minutes du bureau, où on peut venir après une journée de travail. Juste le long du Saint-Laurent, près du parc. À Côte-Sainte-Catherine, justement, au fleuve Saint-Laurent, tout près de Côte-Sainte-Catherine, c'est un des endroits, disons, préférés des amateurs de pêche pour pouvoir les prendre. Oui, il se fait passablement de pêche à gué et de la pêche en bateau. Je pense qu'on a eu l'occasion d'en voir. Il y a toutes sortes d'autres activités récréatives qu'on peut se faire ici. Il y a tout de même le camping qui offre un hébergement. Qui permet d'aller à la pêche tout près du camping. Alors, Yvon, au plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Ouais, c'est pas tout de parler de truite brune, de truite arc-en-ciel. L'endroit où les pêcher, il faut aussi savoir choisir l'équipement pour être capable de réussir notre pêche. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Brian Turpin de Charleroi Sport qui va nous parler de l'équipement, en commençant toujours par la canne et le moulinet. Très bien. Ici, on commence avec une canne à lancer ultra léger. Ultra léger qui est plus sensible, puis qu'on peut mettre du leurre plus petit. Parfait, oui, puis des modèles de leurre. Comme modèle de leurre, on a ici le EGB, qui est un leurre très efficace, très, très bon pour les truites arc-en-ciel et brunes. Puis en début de saison, surtout. En début de saison, surtout. Maintenant, on passe à l'autre canne, le modèle assez régulier, moyen. Assez régulier, action moyen, bon pour le lancer qu'on fait pour ces truites-là. Un petit peu plus rigide que... Permet aussi peut-être d'avoir des lancers un petit peu plus loin. Un peu plus loin, plus pesant. Et avec quel type de leurre dans ce cas-là? Type de leurre, on a la fameuse alligator. Ah! Très, très, très populaire pour ce type de poisson. On a, comme on voit, qui ont travaillé un petit peu, eux autres. Parle-moi de ça, ça aussi, c'est un autre alligator. Et ici... Le Hottentot, qui est ça, c'est un de mes préférés, surtout quand on voit un petit peu plus creux, moins de courant. Le lake clear avec un bas de ligne, puis un vert. Formidable. On a le tin fin qui est très très bon pour ce type de poisson qui travaille très très bien. L'action là qui va d'un côté qui va être à un peu plus l'autre. creux aussi.
Et le bon vieux Rapala. Le Rapala bleu ou fluorescent, j'ai Fluorescent. affaire. Ouais. Très populaire, très bon. Et certaines gens ici, particulièrement où nous sommes, utilisent... Le jig, le dandinette. C'est une dandinette à dorer un peu, puis ça prend même des trucs. Très, très, très bon. Maintenant, c'est pas tout, ça, d'avoir cet équipement-là. Il faut aussi avoir des bonnes bottes. Quand on pêche... Ici, on a des bottes... des cuissardes. Des cuissardes. Oui, avec semelle antidérapante. Oui, très c'est pratique. Comme ça, on se casse pas le cou quand on se promène ces roches. Surtout quand il y a du courant, c'est un petit peu glissant. Puis on a des bottes culottes. Très, très pratiques. Surtout quand on va en rivière ou sur le bord des lacs. Surtout en rivière. C'est très employé. Et puis on peut rajouter à celle-ci des semelles antidérapantes, comme on peut en avoir avec des semelles. Et aussi, pour des endroits comme ici, il y a un élément très important. Il y a des gens qui se sont noyés en pêchant sur le bord. Et c'est pourquoi ce type de veste-là, par rapport à ce type qui est excellent, mais ça, c'est très bon, mais surtout quand on est sur le bord des rivières, quoi que ce soit, bottes, c'est bon, mais c'est quand on chavire ou quoi que ce soit, c'est très pratique d'avoir ça pour se donner dans les airs. Parce qu'il y a des gens qui sont noyés il n'y a pas longtemps ici, alors c'est pourquoi ça devrait fonctionner comme ça. Alors écoute, à la prochaine. Merci beaucoup, Brian. C'est encore là qu'on voit qu'il y a souvent un manque d'éthique entre les pêcheurs. C'est pas prévu au règlement, ça, qu'on ne doit pas couper quelqu'un qui est trop près quand on se déplace. Mais ça arrive souvent lorsque, dans un coin donné, il y a 2 ou 3 embarcations qui pêchent à la traîne, que certains pêcheurs viennent couper la ligne de l'autre, comme ça arrive d'ailleurs dans les cas où c'est une autre embarcation qui vient couper la ligne du pêcheur qui s'en va tranquillement à la traîne. Ça arrive souvent quand on a de grandes longueurs derrière l'embarcation. Alors, c'est une chose à éviter et c'est pourquoi on recommande d'avoir ce minimum d'éthique puis de respecter les gens qui sont autour de nous. Oui, cette semaine, notre activité de plein air, c'est ce qui se passe au parc de Côte-Sainte-Catherine. Un endroit assez extraordinaire où moi, j'évolue déjà depuis une trentaine d'années. Je crois qu'il y a eu des améliorations très importantes récemment, dont va nous parler Yvon Daou. Mais avant ça, je voudrais vous dire juste ce que c'est qui va se passer ici. Yvon est le directeur du parc depuis un certain temps. Mais avant ça, je veux vous dire que j'ai vu un canard siffleur d'Europe ici. J'ai vu un cygne siffleur, une espèce très rare qu'on retrouve très peu au Québec. J'ai observé quantité de canards. Il nous est arrivé des fois d'identifier une 50aine d'espèces d'oiseaux. Il y a de la pêche qui se faisait, qui se fait encore. Mais pour nous parler des services actuels, là, je vais demander à Yvon, qui, lui, nous parle des activités actuelles par rapport à toutes celles que je viens d'énumérer. Bien sûr. Ouais. Alors, la plage est surtout reconnue, je pense, pour la baignade, d'une part. C'est sûrement l'activité principale du parc. En termes de quantité de personnes impliquées. Oui, effectivement. Bon. Pour vous donner une idée, il y a ici, il peut y avoir 3000, 4000 personnes un beau dimanche après-midi. La raison est bien simple, c'est que c'est une des seules plages non polluées situées tout près de la région métropolitaine. Vous avez accès au site ici en espace de 15 minutes du centre-ville de Montréal. Quand il n'y a pas de congestion sur les ponts. Quand il n'y a pas de congestion, mais habituellement, les week-ends, ça va très bien. Alors, vous avez accès au site en l'espace de 15 minutes. À partir du centre-ville de Montréal, vous arrivez ici, c'est une plage sablonneuse. C'est un bassin, c'est un lac artificiel, mais qui a des particularités assez spécifiques. Premièrement, c'est un bassin qui est chloriné. Et c'est un bassin, on prend l'eau qui est pompée des rapides de la Chine, et cette eau-là est amenée... Qui est déjà, pour le fleuve Saint-Laurent, un des endroits où l'eau est le plus pure à la sortie des rapides de la Chine. Effectivement. En termes de colibacée, qui est la norme là, reconnue, on part déjà de très bas. Oui, effectivement. Et cette eau-là étant oxygénée, donc on a une bonne qualité d'eau qui rentre tout de suite dans notre bassin. Oui. Mais nous, on n'arrête pas là. On ne fait pas juste la pomper puis dire aux gens, allez-y, baignez-vous, elle est bonne. Nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on chlorine cette eau-là. C'est-à-dire qu'on a des chlorinateurs. C'est le même principe qu'une piscine. Tous les gens ont une piscine et ont déjà vu ça. On pompe l'eau dans une piscine et on la chlorine et cette eau-là ressort par des écumoires. Nous, notre écumoire, c'est un immense trap
qui fait en sorte que cette eau-là circule dans le bassin continuellement. Alors, pour vous donner une idée des résultats que ça donne, le ministère de l'Environnement, au dernier test qu'ils ont pris, nous ont classé A, c'est-à-dire excellent. Donc, la qualité de l'eau est excellente, selon le ministère de l'Environnement, à 6 coliformes uniquement, ce qui est vraiment là, une très bonne qualité de l'eau. Alors, notre première activité, c'est sûrement la baignade et c'est une activité que tout le monde adore, surtout quand il y a moindrement un peu de canicule. On vient d'en connaître une vague là, de chaleur. Oui, puis par contre, aujourd'hui, on est tombé sur une journée où c'est le temps d'observer les oiseaux. Que voulez-vous, oui. c'est ça. Mais ça prouve qu'on peut faire d'autres choses que de la baignade, ça, justement. Et j'allais vous demander à vous, M. Richard, qui connaissez très bien ce site-là, vous me dites que vous faites de l'observation depuis sûrement plus longtemps que moi, de me parler un petit peu de l'observation des oiseaux que vous avez fait ici. Bien, c'est ça, j'énumérais qu'on aurait relevé dans une journée un groupe d'ornithologues, dont certains étaient plus experts que moi, une cinquantaine d'espèces. Et ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça débute très tôt, avant même que le camping lui-même soit ouvert, la piscine et tout ça. On peut faire de l'observation le long, puis on pense des fois que c'est juste la longueur du camping, mais en réalité, cet emplacement-là, ici, s'étend à partir presque du pont Champlain à aller jusque... Maintenant, on a difficilement accès à la partie ouest parce que ça tombe dans Kanawake et puis eux ne nous laissent pas pénétrer, mais on peut encore observer quantité d'oiseaux. On peut faire de la pêche aussi. On a des gens qui ont pris ici des poissons qu'on retrouve rarement ailleurs au Québec, c'est-à-dire de la truite brune et de la truite arc-en-ciel. Et puis, ça peut se faire à gué pour celui qui arrive puis peut pêcher du bord. Un autre qui arrive équipé avec des bottes culottes peut rentrer dans l'eau. Il faut faire attention, par exemple, même il y a énormément récemment, de courant, oui. Oui, puis il y a quelqu'un qui s'est noyé sur la loterie de porter une veste, c'est plus sécuritaire. On peut faire aussi de la pêche en embarcation parce qu'il y a des rampes de mise à l'eau qui ne sont pas à l'intérieur du parc camping, mais qui sont à proximité. Donc, les gens d'ici peuvent en profiter facilement. Ces activités-là peuvent se faire aussi via le cyclisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une piste cyclable qui part de Saint-Lambert et qui, le cheminement de cette piste cyclable-là est le parc ici de Sainte-Catherine. Alors, les gens peuvent faire de l'observation, entre autres, tout le long du pont Champlain à venir jusqu'à Sainte-Catherine. Vous avez une belle piste cyclable de 7 km et vous pouvez faire cette observation-là à même la piste cyclable. Alors, vous rentrez l'utile à l'agréable, vous faites une belle randonnée de bicyclette tout en faisant de l'observation d'oiseaux, ce qui peut être vraiment là, très intéressant. Et puis, en plus de d'autres services, je sais que juste un peu plus bas, il se fait de la chasse, mais là, on n'en parlera pas plus que ça parce que c'est en dehors de la réserve, mais certaines gens viennent ici pour faire cette activité-là. Maintenant, juste au niveau des services du terrain de camping, pourriez-vous nous... Bien sûr. Alors, c'est sûr que c'est un terrain de camping. On a une plage d'une part, donc les gens peuvent venir passer la journée aussi, mais pour ceux qui voudraient y rester un petit peu plus longtemps, on offre un camping de 389 emplacements. Donc, c'est un camping qui est relativement grand et qui offre des sites, mon Dieu, je dirais vraiment exceptionnels. Premièrement, le camping longe les rapides de la Chine. Donc, ça va tout de suite, le décor est très intéressant. Vous avez des rapides de la Chine qui sont majestueuses avec comme fond la ville de Montréal. Alors, ça, déjà là, c'est assez exceptionnel de camper à 20 minutes de Montréal avec un fond de décor aussi beau, finalement. Ça, c'est déjà une chose qui est intéressante. Et les gens, il ne faut pas oublier qu'on fait du camping à la saison ici. Donc, c'est possible pour quelqu'un de s'installer en camping à 15 minutes du centre-ville de Montréal à la saison dans un emplacement qui est vraiment ça veut dire que vous avez beaucoup de gens qui, l'été, ça remplace les camps d'été du temps. Effectivement. Ils travaillent en ville, puis ils viennent coucher ici. Effectivement. Il y a beaucoup de gens qui font ça et c'est une belle façon de passer l'été. Vous avez aussi d'autres conditions de... Oui, bien sûr. On permet les réservations. C'est-à-dire qu'on a un système de réservation qui fait en sorte que n'importe quelle personne qui me dit « Moi, j'aimerais camper dans 2 fins de semaine, à telle fin de semaine », il n'y a aucun problème. On réserve le site et la personne a son site automatiquement réservé ici même au camping. Alors, on accepte toutes les réservations. Et vous avez un système de réservation par téléphone? Exactement. Simplement laisser une carte de crédit, numéro de carte de crédit. Comme quelqu'un qui va dans un hôtel, exactement. Mais pour beaucoup moins cher. Le système est le même et pour un prix vraiment ridicule. Oui. Maintenant, si on parlait des autres possibilités
Il y a la randonnée pédestre aussi qui peut être faite. Bien sûr, bien sûr. Les pistes cyclables peuvent être utilisées par les gens qui décident. Bien sûr. En fait, je pose la question plus tôt, là. C'est très populaire dans ce sens-là. Oui, oui, oui. Et puis, ça communique entre le pont Champlain oui. et l'autre, ça se rend jusqu'au pont à l'autre extrémité? Ça se rend jusqu'ici à Sainte-Catherine. Il est possible d'aller vers le pont Mercier aussi. Il n'y a pas de piste cyclable qui nous y mène, par contre. Mais la piste cyclable s'achemine ici, se termine ici. Il y a beaucoup de gens qui font des randonnées de Montréal à ici, ça se fait très bien. Alors, vous prenez la piste à Saint-Lambert, tout simplement, et vous venez ici terminer Puis votre est-ce qu'on peut traverser le pont Champlain sur la même piste cyclable pour passer ensuite à l'île des Sœurs, faire le tour de l'île des Sœurs, retourner à Montréal, Verdun, revenir par Côte-la-Salle qui se trouve de l'autre côté? Alors, ça veut dire qu'il y a une grande randonnée. Ça peut faire une très grande randonnée et une belle randonnée. Oui, effectivement. Maintenant aussi, dans notre visite des lieux, nous avons remarqué qu'il y avait une piscine en plus de votre plage, fort connue. La piscine est réservée surtout aux campeurs. C'est les campeurs qui l'utilisent principalement. Alors, c'est un service qu'on offre à nos campeurs, qui est une piscine surveillée. On a tout l'équipement de premiers soins. On a des sauveteurs compétents qui sont là sur place. En plus de ça, pour les campeurs, on offre aussi divers services, tels un dépanneur, un casse-croûte, une buanderie. On offre aussi de la location de vélos pour aller avec la piste cyclable. Ça, oui. On a dans chaque bâtiment sanitaire des douches ici avec eau chaude. Bref, on a tous les services pour les campeurs. Oui, puis ce sont des services centralisés, là, c'est-à-dire que... Non, il y a différents bâtiments, c'est-à-dire qu'ils sont centralisés dans des bâtiments sanitaires et on retrouve 8 bâtiments sanitaires sur le site lui-même pour les campeurs. Donc, les gens sont très près de ces bâtiments sanitaires-là. Et avec des places où ils peuvent faire un petit feu, effectivement, peuvent faire un feu, chaud lunch s'ils ont du poisson, comme on dit. Exactement. S'ils n'en ont pas pris, ben là, ils font comme nous, ils font des truites au bleu. Exactement. Maintenant, l'an prochain, il y avait une petite nouvelle peut-être qui va avoir un autre service parce que justement, ici, on a vu passer les gens qui font du rafting, là, qui descendent et qui remontent. Il est fortement question. D'ailleurs, cette année, on a déjà fait des ententes à ce niveau-là. Il y a Saute-Mouton, que tout le monde connaît, je pense bien, là, qui est une espèce de jet boat, c'est-à-dire que c'est un bateau qui va sur les rapides en tant que tel. Et il est fortement question que Saute-Mouton arrête ici, ait un arrêt ici pour offrir son service, donc embarquer des gens de Sainte-Catherine même pour aller faire les rapides de la Chine à l'intérieur du bateau. Et ça, c'est en 88? Le 88, ça devrait fonctionner. Et déjà cette année, on a certaines journées, Saute-Mouton devrait venir ici pour nous permettre justement de faire les tours. Maintenant, il y a d'autres activités aussi dont on devrait parler cette année. Il y a un happening des moucheurs du monde, les 3M. À tous les ans, effectivement. Et ça nous fait toujours plaisir de recevoir les moucheurs du Montréal métropolitain qui sont... Oui, nous sommes venus d'ailleurs leur rendre visite. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Il y a d'autres activités dont vous me parlez. Oui, effectivement. La grosse activité qui s'en vient, c'est un beach party organisé en collaboration avec la station de radio CKOI. Alors, ce beach party-là va avoir lieu de midi à minuit le 15 août. Et ça sera un grand happening là, sur la plage même. Ça va être un très bon beach party. Puis autre réunion là, de groupe oui, effectivement, il y a plusieurs compagnies qui viennent ici faire c'est pas encore déterminé, mais il y a ceux dont on vient de parler. Exactement. Bon, bien, c'est fort encourageant et nous espérons être capables de venir. Et puis merci Yvon et à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. C'est ça. Alors, pour nous parler de la façon de prendre les brunes et les arcs-en-ciel de Côte-Sainte-Catherine en particulier, nous avons avec nous Serge Vincent, pêcheur émérite, fabricant de mouches. On ne dira pas expert, ça paraît mal. Mais là, il faudrait que tu nous parles des techniques pour prendre. La technique ici, là, au fleuve? Oui, c'est ça, oui, entre autres, pour prendre brune et arc-en-ciel. Oui. Il ne faut pas nous oublier non plus qu'il y a aussi du saumon atlantique à rater. On a du saumon chinook, du saumon coraux qu'on peut prendre ici dans les rapides. Maintenant, à l'été, c'est l'arc-en-ciel et la brune. Commençons au printemps. On commence de bonne heure le printemps? Ben oui, les techniques. On commence au mois de mars d'abord. On commence de bonne heure le printemps au mois de mars avec des œufs. Si on est pour pêcher à la mouche, on utilise des œufs, des imitations d'œufs qu'on fabrique avec toutes sortes de lainage ou encore de la chenille qui est plus phosphorescente.
Oui, Ouais. mais c'est surtout la technique, là. Un coup Ouais. qu'on a les Une fois œufs... qu'on a au bout les de- œufs, là, on pêche ça avec une soie calante du bout et des petits pions pour être certain qu'on on fait des petits pions refendus. Maintenant, plus tard en saison, on emploie l'imitation de streamer. Le modeler qu'on pêche en mouchant par en haut en 45 degrés, qu'on laisse descendre dans l'eau avec une soie, soit une soie calante du bout ou une soie calante, totalement calante. En surface, Ouais, un petit peu ça. plus tard. Aussitôt que les éclosions de frigane ont lieu ici, à ce moment-là, on emploie des mouches de surface. Le petit modeler dans les hameçons numéro 10 et 12 est encore excellent à ce temps-là de l'année, comme d'ailleurs tout à l'heure, c'est avec ça que j'ai pris quoi, avec un petit modeler c'est ça, encore. Mais aussi, il y a les éclosions, les grandes éclosions d'éphémères et de friganes. Là, on doit absolument imiter ces insectes-là parce que sans ça, la truite qui est habituée, elle, pendant un certain temps, de se nourrir que de ces insectes, ne prendra pas un autre insecte sur l'eau et refuse à ce moment-là. Et Un peu plus tard. plus tard à en l'automne, saison, à quand l'automne. on revient, là, on approche, par exemple, à la fin d'août, là, on commence à employer des imitations de sauterelles, de criquets, ou encore des petites mouches, des bivisibles qu'on pêche à l'état en flottant, en surface de l'eau. Et Juste l'automne, un mot sur la pêche au lancer Au lancer, léger, parce que je sais que c'est tu en ça. fais aussi. Au lancer léger, ici, au printemps, les gens ont énormément de succès avec des jigs ou encore avec des rapalas. Et il y a d'autres techniques également Je veux avec dire, des des vrais œufs. dandinettes, des petites Oui, oui, dandinettes. puis ouais. assez grosses aussi, là. Oui. Oui, celles Ah qu'on bon? utilise pour le doré. Et encore avec des vers ou des œufs, des vrais œufs, Tu par veux exemple. dire des vers, tu veux dire des mouches Saint-Sauveur? Là, des Ouais. vulgaires vers de Ben, terre, c'est ce là, qu'on appelle des mouches Non, c'est Saint-Sauveur. ça. Le lombric soit Et on commun peut ou pêcher en encore, termes de technique rouge. du bord, à gué, comme tu es installé. Et c'est la façon idéale de pêcher. Ah ici. bon, parce qu'il y en a qui pêchent en bateau, puis Oui, plein qui ont du succès. en bateau, ça, par exemple, ça prend un équipement puis ça prend une connaissance Du fond, rapide. tout ça. Bon, Ouais, alors, c'est ça. on te remercie beaucoup. Serge, et à la Gilles. prochaine. Gilles, ça fait plaisir. Oui, notre chronique publication n'a pas tellement à offrir en ce qui concerne les truites brunes et arc-en-ciel, sauf que le gouvernement provincial, le ministère Loisirs, Chasse et Pêche, a publié un guide d'identification des différents salmonidés qu'on trouve dans la région de Montréal, où on peut voir la façon d'identifier brunes et arc-en-ciel par rapport aux autres salmonidés, ce qui peut être extrêmement intéressant. Par contre, on ne peut pas garder sous silence le volume du cuisinier chasseur Gérard Huguenet, qui nous montre comment préparer tout un éventail de gibier, de poissons et tout ça. Et là, on va parler de la truite au bleu parce que c'est ce que nous allons avoir l'occasion de manger très bientôt. À tout à l'heure. Et nous sommes à un endroit où il y a des truites intéressantes, de la truite brune et de la truite arc-en-ciel, les seules vraies truites du Québec. Et pour nous montrer comment vraiment l'apprécier dans l'assiette, nous avons avec nous Gérard Huguenet, maître cuisinier, le cuisinier chasseur, qui va nous expliquer en 2 temps, 3 mouvements comment faire une truite au bleu. Alors, le secret de la truite au bleu, que ce soit pour une truite mouchetée ou une truite arc-en-ciel, c'est d'avoir une truite bien vivante. C'est le limon protecteur de la truite qui, à l'ébullition, se transforme en une belle teinte bleutée. Alors, on prend la truite vivante, on la prend comme ceci, on l'assomme, d'accord? Ensuite, on la vide sans la forme de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on la prend comme cela et on la dépose dans un courbouillon préalablement préparé. Un courbouillon avec des oignons, des carottes. On dépose la truite à l'intérieur sans plus de façon et on la laisse bouillir à tout petit bouillon, à peu près 4 à 5 minutes pour les petites truites et les plus grosses jusqu'à 8 minutes. Ensuite, on retire la truite et on la sert simplement avec du beurre fondu. C'est le secret de la truite au bleu, c'est aussi simple que ça. Merci Gérard.
C'est malheureusement tout pour cette semaine. Alors, nous vous convions la semaine prochaine à ne pas manquer d'écouter, de regarder et de profiter de plus de chasse, plus de pêche, plus d'activités de plein air à Chasse et Pêche Plus. Bienvenue à l'émission Chasse, Pêche Plus. Cette semaine, nous avons choisi comme thème l'omble de fontaine, la truite mouchetée, le poisson à peu près le plus pêché au Québec, du moins dans une grande partie historiquement de toute la superficie. Le poisson snob des gens de la ville de Québec, mais le poisson que tout le monde aime prendre un peu partout. Et pour nous en parler, nous avons Éloi Mathieu, biologiste au ministère Loisirs, Chasse et Pêche. On parlait de la distribution de la mouchetée rapidement au Québec. Rapidement, on peut retrouver la truite mouchetée à grandeur du Québec, dans les têtes de plans d'eau, des lacs de tête, autrement dit, des lacs d'eau fraîche ou à haute teneur d'oxygène où la pollution est plutôt rare. Ouais. C'est un poisson qui est plutôt exigeant du côté oxygène puis qualité d'eau. Alors c'est ça, c'est ce qui fait que son habitat a été un petit peu modifié récemment, puis il y a eu des diminutions de truites mouchetées. Oui, il y a plusieurs interventions qui ont pu arriver pour modifier son habitat. Elle est exigeante comme fond, comme lit de ruisseau, ça lui prend un lit de gravier, parce que c'est son endroit de reproduction. Naturel. Des eaux rapides également. Alors l'état des populations actuelles? L'état des populations actuelles, vous avez certains plans d'eau qui sont fortement exploités. Dans ces cas-là, on supplée par des ensemencements. Puis vous avez quand même encore de très bons plans d'eau qui se suffisent à eux-mêmes. Il paraît qu'en Amérique du Nord, le Québec, c'est encore le royaume de la truite mouchetée. Alors il faut garder ça, garder les ensemencements pour pas qu'il y ait de surproduction, comme nous sommes ici dans un endroit fort connu. Exactement. Il s'appelle la pisciculture de Saint-Faustin. Où sont produits combien de millions de truites ou de milliers par année? Je l'ignore. En termes de quantité, je l'ignore, mais je voudrais mentionner que tous ces poissons-là sont réservés à être ensemencés dans des lacs publics. Oui, des plans d'eau publics du Québec. Plans d'eau publics, incluant les rivières. Exact. Ah oui, c'est vrai, parce que de la pêche en ruisseau et en rivière, c'est quand même extraordinaire. En termes de réglementation qui varie beaucoup au Québec? Selon les zones, les pêcheurs ont une limite de capture qui varie soit entre 10 et 25 selon la zone de pêche.
Toujours lié à la productivité de l'endroit et à la pression de pêche Exactement. de cet endroit-là. Absolument. Il existe aussi d'autres méthodes de contrôle dans nos parcs et réserves qui, c'est plutôt contingenté. Ah bon, en termes de nombre. Puis il y a le poids aussi qui rentre en ligne de compte à certains autres endroits. Exact. Recherche rapidement sur la mouchetée. Recherche sur la mouchetée, c'est du côté élevage, ensemencement selon les plans d'eau. Et voir ce qui se passe un peu partout. Côté parasitologie également. Merci beaucoup, Éloi. Ça m'a fait plaisir. C'est pas tout de savoir où vit la truite mouchetée, l'omble de fontaine, ce qu'elle mange, ce qu'elle fait, tout ça. Il faut aussi être capable de l'apprendre. Puis pour ça, bien, il y a l'équipement qui a été développé, pas tellement sophistiqué. Pour nous en parler, nous avons avec nous Brian Turpin de Charleroi Sport, Bonjour, qui va nous parler toutes sortes de choses très simples, là. En commençant par les cannes. Par les d'habitude, cannes. oui. On va parler de canne pour le ruisseau. On appelle ça une canne de bambou. Ah, oui, oui. Ben, en fait, il fait Très pratique, c'est ça. Très Très pratique. amusant, d'ailleurs. Ah, oui, oui. Long, le Long. vieux système. C'est ça. Donc, on va Pour passer les à un en- équipement plus moderne. Plus moderne, on a une canne quasiment pour la truite mouchetée, très très sensible à toucher ou quoi que ce soit. On appelle ça une ultra léger. Ultra léger, avec le moulinet Avec le balancé. Balancé en Ultra conséquence. léger aussi. Et puis un monofilament qui va avec d'à peu près de 4 livres vitesse. On pourrait aller jusqu'à 6, mais c'est pas mal bon 4 livres. C'est Si on pratique. fait un bon travail mieux, c'est plus amusant pour la mouchetée. C'est Là, on ça. ne parle pas de mouchetée record de 8 livres. Non, là, non, on non. est dans la mouchetée de ruisseau, tout ça. C'est ça. Alors, si on pêche commençons par la mouchetée de lac qu'on retrouve là, dans presque tous les plans d'eau là, à 150 000 de Montréal. Tous les plans d'eau, on a des flotteurs. De ce type-là, là, avec des bulles d'eau qui appellent, C'est ça, là, des dans lesquelles bulles on d'eau. peut mettre un peu d'eau. Des flotteurs conventionnels rouges et blanches, très pratiques pour Oui, pêcher parce au qu'on- vert. On les voit assez bien, même quand c'est une petite vaguelette. Un flotteur un petit peu plus sophistiqué, très bon. Ah, lui aussi. l'européenne, Ah, hein? C'est ça, c'est ça. Les leurres de... Juste une coupe de leurres de... On a des petits rappels des numéros 5 qui sont très très pratiques pour ça, Ouais. pour tôler en Plus surface. des petites cuillères. Des petits spinners très très bons. Des petites cuillères Des tuyaux tournants, tournantes. très Oui. pratiques. On a aussi des cuillères, comme on enlève le trépied, puis on met un avançon, Comme ça. un hameçon monté d'à peu près On le 12 pouces à 15 pouces en arrière. On ne le voit pas tellement là, mais on le... Oui, c'est ça, c'est tout petit. Alors, on continue. Pour les ruisseaux et les rivières, surtout les rivières, on a la bobite, très très populaire, très pratique, très bonne pour toute Et mouchetée. les autres du même type, mais avec des couleurs différentes un peu. C'est ça. Des petites pesées lorsque, hein, des fois, Des que ça a flottes, besoin, peut-être des oui, s'il y a un flottes, peu de quoi que courant, ce soit. tout ça. Et quand c'est le temps de les sortir, faut pas les perdre. Pour pas les perdre, on a, on va dire, un net Une ou quelque chose, épuisette. une épuisette conventionnelle avec manche court. Oui. Pour On aider peut les mettre autour de la ruisseaux, ceinture, c'est et ça. puis on peut tirer comme ça. C'est ça. Bon, ça, c'est un type d'épuisette. L'autre type, c'est celle qui prend pas de place pour aller dans le bois, pour, Ah oui. puis avec un manche extensible. Bon, c'est ça. Donc, on peut s'allonger pour aller chercher ça dans un ruisseau. Quand on clip ça après notre ceinture, ça prend pas de place. Alors, c'est un appareil très fonctionnel. Oui, très très Bon, ben, oups, on a accroché le leurre, mais c'est pas grave, on va le décrocher. Alors, merci beaucoup, Brian, puis on va repasser encore d'autres équipements une autre fois. Merci. Merci, Jules. Cette semaine, l'activité de plein air, ça se dit parc couré. Et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Paul Larue, directeur du parc du Mont-Tremblant, mais qui va nous expliquer tout ce que c'est que ça concerne, en commençant peut-être par un petit historique. M. Larue, les parcs. Les parcs, au départ, il faut se souvenir que les parcs, c'est une création nord-américaine, c'est pas européen. Le premier parc a été créé en 1872 à Yellowstone.
Et puis, c'est un Act of Congress qui a créé ce parc-là. Et toute la série de parcs qu'on retrouve dans le monde aujourd'hui respecte à peu près la même philosophie du temps. Ensuite, au Canada, le deuxième parc, mais le premier au Canada, ça a été Banff, et ensuite Tremblant en 1894, toujours dans cette lignée de création des parcs. Et ensuite, c'est resté stable un peu en Amérique du Nord, où les Américains, les Canadiens en ont créé d'autres. Au Québec aussi, on en a créé d'autres. Et en 1977, là, il y a eu une refonte de la loi des parcs au Québec, des 4 parcs existants, pour permettre au gouvernement du Québec de créer un réseau de parcs plus important. Et c'est ce que nous aboutissons aujourd'hui à un réseau de 15 parcs, plus les parcs du fédéral. En 1977, on mentionnait que les parcs avaient été diminués, mais en réalité, c'est parce qu'il y a eu la séparation des parcs et des zones. Vous avez raison, M. Richard, c'est qu'il y avait peut-être une quarantaine de réserves immenses, des parcs. On se souvient, le parc du Mont-Tremblant était 3 fois plus grand, le parc des Laurentides aussi. Donc, on a recréé de nouvelles réserves, mais on les a séparées des parcs. On a rapetissé les parcs, c'est vrai, en dimension, mais pour pouvoir mieux servir la population près des grands centres et pour pouvoir mieux conserver la nature à son état naturel, à son état pur. Alors, puis c'est ça, une quinzaine au Québec. Non, le 15 parcs, le fédéral en a 2 ou 3 si on compte celui de la Gatineau aussi. Ça fait un réseau de 18 parcs dans un territoire. 18 parcs qui sont quand même près du fleuve Saint-Laurent, toujours près des populations, sauf peut-être Aiguebelle qui est en Abitibi, qui est un peu hors réseau, un peu à quelques centaines de milles du fleuve Saint-Laurent, mais l'ensemble sont très accessibles. Revenons à Parc Couré. Ben, c'est ça. Le ministère, cette année, a lancé une campagne. C'est la première que je découvre, moi, là, du genre au ministère, pour permettre une campagne qui va permettre aux gens de découvrir par toutes sortes de moyens de locomotion notre réseau de 15 parcs au Québec. Que ce soit à pied, à cheval dans certains cas, en vélo de route ou en vélo montagne ou en canot. Le ministère veut promouvoir cette idée de fréquenter les parcs. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des grandes villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, et qui s'imaginent que le seul moyen de prendre des vacances, c'est d'aller s'expatrier très loin puis d'investir des milliers de dollars. Non, c'est possible chez nous, dans notre région premièrement, ou dans d'autres régions un peu plus éloignées au Québec, de visiter, de vivre au départ en camping, dans les parcs, si on le veut, ou à proximité, dans les petits hôtels, petites auberges, et de pratiquer une multitude d'activités intéressantes. Donc, cette campagne vise l'objectif de faire parcourir par le plus grand nombre de Québécois et nos invités, les gens, les Américains, les gens qui viennent de partout, parcourir nos parcs. Alors, le courir, là, c'est pas pour ceux qui ne voudraient pas faire de la course. Maintenant, il y a aussi l'hiver, là. C'est parce que moi, ça m'arrive de promener en raquette. J'ai lâché le ski il y a longtemps. On peut aussi, je pense, dans vos chemins un peu partout, faire de la raquette. Oui, la raquette, c'est très souvent, dans le cas du parc du Mont-Tremblant, ce sont dans des aires libres plutôt que sur des sentiers très aménagés. Dans d'autres, c'est des sentiers un peu plus aménagés. Donc, dans l'ensemble des parcs, du réseau de parcs du Québec, il est possible de pratiquer une activité qu'on ne peut plus détendue que la raquette. On ne peut plus libre que celle-là l'hiver. Le ski de fond est un petit peu plus organisé dans le sens des sentiers balisés, aménagés à cette fin pour la sécurité, parce qu'il y a vraiment une très grande fréquentation de cette activité. Ça, très, très donc, puis l'activité raquette en soi, c'est plus un sport dans le sens linéaire, là, puis donc c'est plus structuré. Il faudrait aussi rajouter, pour ceux qui seraient inquiets qu'il y ait des appareils motorisés qui se promènent, que la réglementation des parcs interdit l'emploi d'appareils motorisés, c'est-à-dire... oui, je veux dire, en dehors des chemins... Les motocross ou des équipements semblables, nous n'avons absolument rien contre ça. Ce sont des activités très reconnues. Il y a des sentiers aménagés à cette fin, souvent en dehors des parcs, dans certains territoires prévus pour ça. Mais dans les parcs, pour des questions de faune, de bon respect de la nature, et surtout de respect des gens, la tranquillité des gens et leur détente, il n'y a pas de ce type d'activité dans les parcs. C'est une excellente chose. Maintenant, en termes d'activité, les randonnées, on a parlé ski, pédestre et tout ça. Si on prend... Il y a peut-être la pêche, tiens. Moi, il faut que ça me revienne, ça, de parler de pêche. Je vous comprends, dans plusieurs parcs du Québec. Donc, le but en soi, dans un parc, ce n'est pas d'organiser une activité pêche et de l'offrir au même titre qu'une réserve ou une pourvoirie. Si l'activité pêche est une activité d'appoint, qui est une activité d'ambiance, imaginons une petite famille, le père, la mère avec 2 enfants,
ils s'en vont en camping 3 jours ou une semaine dans un parc donné. Cette activité-là, le père ou la mère décide d'aller chercher un droit d'accès puis d'aller sur tel lac avec les enfants pour les initier à cette activité-là. C'est vu dans un parc comme ça. On dit que c'est une activité d'appoint. Les gens vont prendre quelques truites, vont prendre une bonne petite bouffe. Je sais que vous vous y connaissez bien là-dedans. Bonne petite bouffe, rôtir ces truites-là. Donc, c'est une activité d'ambiance plutôt qu'une activité qu'on appelle activité de quota, là, où on va aller prendre nos truites puis on va... Le poisson vedette des parcs... c'est la truite. Truite mouchetée, l'omble de Fontaine, pour lui donner son nom, la truite mouchetée, qui est le thème, en fait, de notre émission. Maintenant, il y a aussi un autre facteur, c'est l'interprétation. Vous savez, quand on a pratiqué des activités comme le vélo, quoi, sur la route, ou le vélo montagne, la marche à pied, quand on a fait de la photographie, quand on est en camping, il est important dans un parc de découvrir le milieu où on est. Dans tous les parcs, soit d'une façon personnalisée avec des biologistes ou des gens qui font de l'animation dans ce sens, ou bien soit par des moyens d'auto-interprétation, comme des petits guides, par exemple, dans des sentiers donnés. Il y a moyen de découvrir le milieu naturel. Si je prends le parc du Mont-Tremblant, il y a moyen de le découvrir, savoir quelle sorte de faune on y retrouve, pourquoi il y a plus d'orignaux dans tel secteur que dans d'autres. Par exemple, si on sort du parc du Mont-Tremblant, si on va au parc des Grands Jardins, dans la région de Québec, ou au parc de la Gaspésie, on a implanté des dizaines et des dizaines d'années passées du caribou dans ces secteurs. Mais il est possible aussi de le voir à l'occasion. Celui des Grands Jardins, parce que celui de la Gaspésie, c'est du caribou indigène, qui a beaucoup de difficultés à se rétablir. Mais on risque... Moi, j'en ai vu dans le parc de la Gaspésie, déjà. J'étais très fier d'en voir. Dans les Grands Jardins, les 2-3 fois où j'ai été, malheureusement, j'en ai pas vu. Mais c'est possible, à l'occasion, de voir ce gibier. Si on va dans le parc de la Gaspésie ou dans le parc du Mont-Tremblant ou dans la vallée de la Jacques-Cartier, par exemple, dans le parc de la Jacques-Cartier, il est possible très, très fréquemment de voir de l'orignal. J'en ai vu récemment un bon groupe d'orignaux au parc du Mont-Tremblant. C'est ça l'idée d'un parc. Une quinzaine, ça, là, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est ça. Il faut dire que j'étais en hélicoptère, en travail avec un autre ministère, et puis c'est vraiment, ça a été une chance de voir 15 orignaux dans le lac, sur les rives, de chaque côté, des petits, des grands, des moyens. C'est un beau spectacle. On a l'ours aussi qui fait partie de notre vie. L'ours, les campeurs... Des fois qu'il est le méchant, des fois qu'il est le bon. Les gens en ont peur. Si je peux me permettre un conseil, c'est de jamais nourrir, de jamais rien donner à un ours. Ça lui donne l'habitude de revenir. C'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est cette fameuse mentalité qu'on appelle aux États-Unis, là, le Bambi Syndrome, là, qui a été développé par Walt Disney. Et qui est une très mauvaise chose, pensant que des gros oursons noirs, on peut nourrir ça comme on le fait dans des parcs zoologiques, ce qui est une très mauvaise chose. Il faut insister là-dessus. Maintenant, un autre de nos grands gibiers, le chevreuil, tremblant ici. Il y en a beaucoup, mais ils sont plus rapides, ceux-là. Ils s'attardent moins. J'en vois à l'occasion, mais on voit qu'une petite queue blanche, qui font quelques bonds et c'est terminé. Souvent, quand on pratique des activités comme le canotage, par exemple, il est possible de faire du canot camping dans plusieurs parcs, dans la plupart des parcs, ou du moins du canot, tout simplement, du canotage sur des plans d'eau intéressants. Donc, c'est le moyen privilégié de découvrir un parc, de faire une activité physique, dans le sens de parcourir, là, et puis de se détendre, puis de voir la faune qu'on trouve dans le parc. Puis, on parlait de gros gibier parce que les gens recherchent ça. Là, on n'a pas passé le loup, qui est peut-être extrêmement difficile à voir, mais je sais qu'il y en a dans les parcs parce qu'il n'est pas chassé. On les entend plus. Oui, de l'équilibre. Hein? Ouais. Il y a le petit gibier aussi. Vous parliez des randonnées en canot, là. Je pense bien qu'il y a moyen de voir huards, canards et tout ça. Surtout dans les grands parcs, on voit beaucoup de castors, beaucoup de borages. On peut faire, d'ailleurs, à peu près tous les parcs interprètent la vie du castor. C'est fort intéressant. On parlait d'activité tout à l'heure. Beaucoup de gens font de la voile sur petits dériveurs, sur des grands plans d'eau. Ils peuvent apporter leur bateau. Ils peuvent aussi, maintenant, dans plusieurs parcs du Québec, louer des planches à voile, louer même des petits dériveurs. C'est fort intéressant. Une chose que je ne veux pas taire, c'est qu'il faut absolument que les gens sachent qu'on retrouve dans la plupart des parcs des plages. Des plages surveillées avec des sauveteurs. À Tremblant, il y en a 2. Il y en a une à Saint-Donat, une au lac Monroe. Au lac Saint-Jean, on retrouve aussi des plages. Des plages naturelles. Des plages naturelles, puis surveillées. Peut-être pas dans l'ensemble, c'est pas l'ensemble de la plage, mais il y a une partie où les parents qui sont en séjour de plein air
peuvent se fier un petit peu plus, sans délaisser la responsabilité qu'ils ont de surveiller leur enfant, se dire, bien, il y a un sauveteur sur place avec des moyens de se déplacer, d'aller faire des sauvetages s'il y a lieu. On peut louer aussi dans les parcs, je parlais de voiliers tantôt, on peut louer des canots, des chaloupes. Des pédalos, peut-être? Des pédalos dans beaucoup d'endroits. Donc, tout est là pour des vacances accessibles, pas chères pour les gens qui se sentent pris souvent dans des grands centres comme Montréal, par exemple, où il y a à peu près 2-3 millions de personnes dans le grand Montréal. C'est pas tout le monde qui a le moyen d'aller se payer une vacance en Europe de 3, 4, 5 000 $. Donc, il est possible au Québec de voir des choses aussi belles, même plus belles qu'à l'étranger, et puis surtout près de chez nous, avec des gens qui sont très différents de nous. Si on pense aux Gaspésiens, si on pense aux gens qui vivent dans la baie des Chaleurs, les gens du Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, l'Estrie, c'est formidable ce qu'on découvre dans notre cours. Alors ça, c'est très encourageant en termes d'activité pour ceux qui veulent profiter. Oui, puis oui, les plans d'eau sont purs dans les parcs. On peut se baigner partout, en fait. Il y a des baignades surveillées, mais on peut se baigner partout, j'espère. Ah, il n'y a pas aucun problème. C'est ça. Le problème est tellement pas là que vous le mentionnez à peine. Alors, on vous remercie beaucoup et on espère que les gens du Québec vont se rendre. Et puis, souvenez-vous de parcourir. Ça veut dire de parcourir vraiment le Québec à travers ces parcs pour apprendre à mieux le connaître. Nous sommes toujours avec l'omble de fontaine, la truite mouchetée, le poisson vedette de beaucoup de Québécois. Sauf que pour les prendre, ça prend un équipement particulier, mais ça prend aussi des techniques spéciales quelquefois. Et pour savoir comment les ramasser pendant la canicule d'été, nous avons avec nous Serge Vincent, auteur, pêcheur, fort connu, qui va nous expliquer ça, là, quand les truites sont très, très difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Gilles, quand les truites sont difficiles pendant la canicule, comme tu le disais si bien, il faut absolument pêcher en profondeur, pour la plupart du temps. Il y a des soirs où les truites sont en surface, mais la plupart du temps sont en profondeur. Les insectes ayant laissé la surface, les éclosions ne se font plus, et les petits poissons qui suivent les éclosions ne sont plus là. À ce moment-là, on pêche en profondeur avec des équipements appropriés, soit en pêchant la traîne avec une cuillère, une genre Toronto Wobbler, à laquelle on attache une mouche à peu près à 18 pouces à l'avant de la cuillère. Sur un petit bas de ligne de 5-6 pouces, on attache une petite mouche, un modeler par exemple, un numéro 10 en avant, et à l'arrière, on attache un autre bas de ligne, un autre petit bas de ligne avec une hameçon dans la grosseur 10 ou 12, à laquelle on attache on monte un petit verre rouge ou un verre de fumier. Ce qu'on appelle un verre à fumier. Oui, ouais. des petits verres, et non pas de gros verres. À ce temps-là de l'année, les gros verres, ça fait fuyer les poissons. Les truites, ils ne les regardent même pas. Aussi, ceux qui pêchent à la nymphe... Ça, c'est une affirmation, mais on va reconnaître fait partie des opinions d'experts. Oui, c'est ça. Mais quand le verre est plus gros que la truite, là, moi, je le sais. Voici, là, à un moment donné, on peut pêcher également... Les personnes qui pêchent le soir, par exemple, en surface... Les truites sont en surface de l'eau, peuvent utiliser très bien, s'ils ne sont pas équipés pour pêcher à la mouche, utiliser une bulle d'eau à laquelle, ces bulles d'eau, c'était une espèce de petite flotte dans un flotteur qu'on remplit à moitié plein d'eau et qui flotte quand même et qui sert de lest pour lancer comme plomb. Là, ça nous sert aussi pour véhiculer la mouche, c'est ça. Et on peut attacher après ça à 18, 20 ou 24 pouces un bas de ligne de 3 livres ou 2 livres de résistance et mettre de petits modelers ou de petites mouches sèches, des petits moucherons. Et on pêche à la mouche sèche, pareil comme les gens de la discipline, mais avec un équipement de lancer. Ben, c'est très intéressant. Oui. Et maintenant, quand utilise-t-on les 10, 12 ou 16 ou 18? Là, ça, c'est le secret, ça? Dans les hameçons, oui. Puis il y a plusieurs pêcheurs se servent des hameçons, des monteurs de mouches dans les grosseurs de 16, 18 et 20, à laquelle il attache un petit verre.
un petit verre rouge, et avec un petit plomb, ils descendent Un plomb ça fendu, c'est un là, plomb dans ce fendu, cas-là, oui, c'est à ça. 10-12 pouces. Ils descendent ça peut-être, dans le fond du lac et ils traînent ça lentement. Et la truite, elle peut prendre le verre, l'avaler sans problème. Et à ce moment-là, ils sont bien ferrés avec ces petits hameçons et on réussit à les suivre. Puis même aller chercher des truites de, tu me dis, 3 livres, 2 oui, livres. ben Bon, oui. on va s'entendre pour une livre et demi. Alors, merci. Il y en a des 3 livres. Ouais, s'il y a- Ouais, pour les publications qui concernent la région de Montréal, il y en a une qui s'appelle Itinéraire nature et qui permet de se déplacer dans 16 itinéraires dans la région de Montréal où on peut faire de l'interprétation, dont le parc du Mont-Tremblant, avec toutes sortes d'explications qui peuvent renseigner les gens où aller, quoi faire. Et on peut se le procurer à la Société Jardin botanique de Montréal. Quant aux ombres de fontaine, nous n'avons pas beaucoup de publications, mais il y a celle-ci, le numéro 9 de l'ombre de faune du Québec, qui est assez intéressante. Et pour la pêche proprement dite, il y a toujours le volume de Jeannot Ruel, qui est rédacteur en chef à Sentier Chasse et Pêche, où il y a toutes sortes d'informations, des mouches, des cannes, des techniques, la truite, et la mouche, et la pêche de la mouche. L'omble de fontaine, la truite mouchetée est le poisson préféré de la plupart des Québécois. Certains la prêtent de quantité de façons. Puis pour nous montrer comment faire une truite à la crème, nous avons avec nous Gérard Huguenin, le cuisinier chasseur, auteur, fin pêcheur, qui va nous montrer ça en 2 temps, 3 mouvements. Alors Gérard, première opération. Bon, alors d'abord, la majorité du temps, on fait cuire la truite dans le beurre. Là, j'ai fait une recette avec de la crème, du vin blanc, du persil, très rapide. On lève d'abord les filets, comme ceci, très simple. Celui-là, je l'avais déjà préparé un petit peu. Ensuite, voilà, on enlève juste la queue, on garde la peau. On prend le filet, on le dépose dans une poêle, on le fait cuire 15 secondes de chaque côté, pas plus. On retire le filet. On le dépose pour être sûr de le manger chaud. Oui, oui, on le garde au four à peu près 15-20 secondes, encore le temps de faire la sauce. On déglace avec un verre de vin blanc le fond de cuisson. Lorsque le vin blanc est réduit de moitié, on ajoute la crème qu'on laisse réduire elle aussi. On ajoute un petit peu de persil, on dépose les filets dans l'assiette et à ce moment-là, on verse la sauce dessus. C'est aussi simple que ça. Le secret de la recette, c'est qu'il ne faut pas faire attendre. On prend l'assiette, on la pose sur la table et on le déguste immédiatement. Alors le secret, c'est de déguster, enfin un des secrets de cette recette extrêmement simple, c'est de déguster immédiatement. C'est ça, très simple, cuisson rapide, 15-20 secondes pour les filets, 15-20 secondes pour la sauce, et puis... Et le soupçon. Et on mange quoi avec? Tiens, un bon vin blanc naturellement, mais quels légumes? Rapidement. Oh, les légumes de saison, à peine cuits, croquants, là, bon, tout frais. Ça. Al dente. Oui. Alors, Gérard, merci. Il ne nous reste qu'à développer encore des recettes semblables. Malheureusement terminé pour cette semaine, il ne nous reste qu'à déguster. Mais en attendant, nous espérons que vous allez être avec nous la semaine prochaine et que vous allez nous faire parvenir les commentaires à savoir si vous aimez, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire. À la prochaine!
Cette semaine, le thème que nous avons choisi, c'est le saumon de l'Atlantique, le roi de nos eaux. Et pour nous en parler en termes d'habitat, de genre de vie, qu'est-ce qu'il fait, où il mange, où il se promène, nous avons avec nous Yvon Gravel, biologiste au loisir chasse et pêche. Yvon, on commence par la distribution. Oui, bien, le saumon atlantique, l'espèce noble de nos eaux, s'il en est une, hein, on peut la retrouver, évidemment, dans toute la Gaspésie, la Côte-Nord, jusqu'en baie d'Angava, et évidemment, sur l'île d'Anticosti, où les rivières sont parfois, disons, selon les précipitations ou les sécheresses, à débit moyen. Mais on se rend compte que cette variation des niveaux d'eau fait que la pêche peut être meilleure à certains moments quand les précipitations sont bonnes et qu'elle peut influencer, somme toute, la productivité d'un milieu. Alors, si dans certains coins, c'est le niveau d'eau qui détermine les montaisons, dans les rivières à peu près constantes, à débit constant, on peut dire que la montaison est assez régulière. Alors, ça veut dire que les diminutions de population seraient dues à d'autres causes. Oui, bien, il est bien connu hein, que l'action ou l'activité commerciale en haute mer, un peu partout, non seulement dans les eaux canadiennes, mais même jusque sur les territoires d'alimentation communs, les pâturages communs, au Groenland, par exemple, bien, à ce moment-là, ça influence sur le retour des géniteurs, parce que, comme on le sait, les saumons atlantiques ont deux périodes de sa vie. La première où il est intimement lié à la rivière où il a été produit, où il va séjourner entre 3 et 7 ans selon la latitude. Et par la suite, quand il s'en retourne en mer pour s'engraisser, bien, si les obstacles au niveau des filets de pêcheurs sont là, il y a éventuellement un prélèvement à faire. Mais si le prélèvement est trop sévère, ça risque éventuellement d'affecter la productivité et, somme toute, le succès de pêche des pêcheurs sportifs. Comme d'ailleurs, si on fait un prélèvement juste à l'entrée des rivières, ce qui a été à peu près interdit au Québec depuis un certain nombre d'années, là aussi, ça modifie le nombre de géniteurs qui peuvent prendre la rivière. Absolument. Donc, de ce côté-là, le ministère a entrepris des pourparlers pour tenter de modifier ça. Mais il y a aussi un volet important qui se développe de plus en plus chez nous, c'est la sensibilisation par le public de l'importance des habitats. Ce qui fait qu'en certaines rivières, je pense à la Jacques-Cartier notamment, où on fait de la restauration d'habitats, et à ce moment-là, le saumon atlantique revient en plus grande abondance. Comme d'ailleurs dans d'autres endroits où il y avait eu des modifications apportées par la construction de barrages, là aussi, le fait qu'on a mis des échelles... Absolument. Dès qu'on rend accessible, disons, les frayères qui étaient jadis très utilisées par, comme vous dites, les monts de poissons, ou encore tout simplement de la restauration d'habitat, on favorise tout simplement une plus grande reproduction de l'espèce saumon. Alors, cette espèce fantastique, le saumon, si on lui donne la chance de se reproduire, on va le retrouver dans nos eaux très souvent, puis encore pour longtemps. Au plus grand plaisir des pêcheurs. Merci, Yvon. Nous sommes avec le saumon, le roi de nos eaux. Mais Anticosti, naturellement, c'est un lieu exceptionnel de pêche. Et puis, ça prend pas tellement un équipement particulier. Il faut se souvenir que les rivières sont assez larges, qu'on a du jeu, donc on peut travailler avec des équipements un peu différents, peut-être des rivières à truites. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Brian Turpin de Charleroi Sport, qui ont naturellement tout un éventail d'équipements. Mais là, on va juste en faire ressortir, en commençant par la canne. Par la canne, on a des cannes à moucha saumon entre 7,5 jusqu'à 9,5. Oui. Puis très légère, si possible. Oui, bien la légèreté est très importante parce que quelqu'un qui mouche, là, une journée longue, là, une journée de temps, qui fouette, comme on dit, ça vient les assez fausses, oui. pesant sur le bras. Oui. Et puis, ça, c'est un éventail de moulinets qu'on a ici. Celui-ci est excellent, sauf qu'il est beaucoup plus lourd. Plus lourd, ouais. plus lourd. C'est un moulinet fabriqué en Angleterre, d'excellente qualité. D'excellente qualité, mais plus pesant. Oui. On en a en magnésium, en aluminium, Oui. Puis, un graphite, pas mal les plus légers. Plus léger, oui. Ensuite, après les moulinets, ça prend les moulinets, il faut être capable de mettre au moins 100 verges Oui. de réserve. De réserve de dacron. Oui, c'est ça. De réserve de 16-20 livres, dépendant un petit peu de la grosseur du moulinet. En plus de la soie. Oui, en plus de la soie, parce que le saumon, quelquefois, ça sauve. Ça peut aller jusqu'à 25 km/h, le saumon. Fait que... Oui, dans l'eau, oui. Oui, c'est très rapide. Puis, naturellement, un choix de soie, dépendant de le type de pêche. Là, ici, on a du... ça, c'est fuseau double.
Bon, On a celui-ci, du wet tip. c'est ça, c'est une soie flottante calante. Et ça, c'est une... Enfin, c'est une excellente, là, faudrait que je regarde. Ah, ça, c'est bout calant, là. Double fuseau. Ouais, c'est ça. Et puis... Dans les soies aussi, de 7 à 9 en fait de grosseur. Oui, allant avec la canne. La canne, c'est ça. Les avançons, c'est-à-dire les bas de ligne, la longueur de la canne préférablement. pour que la mouche se pose bien. Mais en tout cas, c'est-à-dire pour le saumon, il y a de la réglementation spéciale. Par exemple, les mouches, on ne peut pas utiliser n'importe quelle mouche. Mais ici, je vois dans l'éventail de vos mouches que vous avez les mouches à saumon, où le nombre d'hameçons est limité, simple, double, d'après la grosseur de la mouche. Et aussi, il y a une autre partie de la réglementation, je vois que vous avez ça, c'est une question d'épuisette. Anticaustique. Ouais. Non, partout. Le saumon, il y a une longueur maximale. D'épuisette? Oui, okay. c'est ça. En plus du cercueil, le net et l'épuisette est accepté, mais avec une longueur. C'est ça. Cercueil, ben, on s'en sert pas tellement, anticaustique. Alors, écoute, on a à peine couvert. Merci. Oui, l'activité de plein air de la semaine, c'est le saumon, mais surtout le saumon d'Anticosti. Pour nous en parler, nous avons avec nous le directeur de la CEPAC, Société des établissements de plein air du Québec, responsable de l'opération de toutes les activités de la CEPAC Anticosti, M. Pierre Martel. Bonjour. Bonjour, Pierre. Anticosti, le paradis de la chasse, de la pêche et de tout ça depuis longtemps. Juste un historique rapide pour nos téléspectateurs. En ce qui concerne la pêche et le saumon, évidemment, le saumon était là au temps de Jacques Cartier. Il était là de tout temps. Bien avant Jacques Cartier. Bien sûr, sûrement. Certainement aussi au moment où Meunier a commencé à introduire toutes sortes d'espèces et à utiliser l'île de plus en plus comme son domaine privé de pêche et de chasse au début du siècle. Mais au cours des années, évidemment, avec les opérations qui sont passées à l'île, on a commencé à exploiter différentes rivières de façon à ce que les pêcheurs de saumon puissent de plus en plus être en voyage organisé, si on veut. Et au fur et à mesure, cette opération-là, qui était quand même, il faut bien le dire, limitée à un nombre très réduit de personnes généralement bien fortunées, a fait en sorte que cette île-là avait une réputation à peu près extraordinaire, mais aussi était un mythe à peu près inaccessible pour la plupart des gens. Justement, revenons à l'accès, parce que c'était un mythe que c'était inaccessible, mais ce n'est plus du tout le cas. Non, évidemment, depuis que l'île est une propriété du gouvernement du Québec, différentes formules ont fait en sorte que la pêche du saumon à l'île d'Anticosti, autant que les autres activités d'ailleurs, peuvent être accessibles à toute personne, qu'elle soit de Montréal, de Québec, des États-Unis, finalement, sans aucune espèce de contrainte, sinon que d'avoir le goût de découvrir un coin de paradis et de pratiquer, évidemment, des activités d'une certaine façon, dans un certain décor extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Même les randonnées pédestres, même les observations, ceux qui font des petits tours en canot ici et là. Tout à fait. C'est d'ailleurs de plus en plus recherché, c'est-à-dire que de plus en plus, comme il y a moins de contrôle sur l'accès, il y a moins de contingentement, évidemment, les gens viennent à l'île de plus en plus pour découvrir autre chose que le gibier comme étant une capture. Le gibier aussi, autant le renard que le saumon que le chevreuil, est devenu une cible autant pour les caméras, finalement, que les armes ou les même cannes. Le saumon. Bien sûr. Ouais, bien, revenons d'abord au saumon, ce poisson, ce roi de nos eaux, ce poisson extraordinaire. Alors, il faut dire qu'Anticosti compte, je dirais... Officiellement 22, c'est ça, mais disons qu'à peu près une 15. quinzaine de rivières à saumon qui sont accessibles. Notre société en exploite une dizaine. Puis ces rivières à saumon-là, contrairement à d'autres que les amateurs peuvent connaître, sont quand même des rivières modestes ou de taille moyenne, mais qui ont comme grand avantage de se pêcher à gué et qui nous permettent, dans à peu près tous les cas, de localiser des fosses, de voir le saumon, de le distinguer, de le photographier même à travers l'eau, qui est d'une limpidité absolument fantastique. Et finalement, de voir les prouesses de ce seigneur des eaux, là, sauter, se dandiner, et évidemment, de lancer sa pêche, sa canne à mouche, pour essayer de se faire choisir. Ah, ça, j'aime beaucoup cette formule que vous nous rappeliez. Oui, évidemment, le chasseur Anticosti peut prétendre qu'il choisit son chevreuil et qu'il le vise. Mais je pense, en toute modestie, que c'est le roi de la rivière
qui daignent bien choisir notre mouche et notre appât. Alors, c'est d'autant plus intéressant. En termes de qualité de pêche, il faudrait peut-être parler de la topographie des lieux et de la climatologie qui fait. La qualité de la pêche du saumon Anticosti est quand même moyenne. Il faut quand même pas croire que c'est un endroit où la pêche du saumon est absolument extraordinaire année après année. Il faut être plus réaliste. Ce sont des rivières qui n'ont pas des débits d'eau très importants, donc qui sont très sensibles à la sécheresse, à la pluie, etc. Donc, d'une année à l'autre, la qualité peut être bonne, un peu moins bonne, un peu meilleure. Cependant, le pêcheur ou l'amateur sera toujours récompensé puisque, comme on le disait tantôt, le saumon est visible, contrairement à de très grosses rivières où il peut y avoir des saumons en quantité industrielle, mais on n'y a pas accès, on ne le voit pas, on ne peut pas le localiser et finalement, on ne sait pas trop ce qu'on pêche. Mais Anticosti, la petite fosse, le petit trou peut nous révéler, dans un détour de rivière de grosseur de celle-ci, 50 saumons dans un paquet qui n'attendent que d'être cueillis. Alors ça, c'est une belle formule à retenir. Climatologie, par rapport aux autres rivières qui ont un débit constant. On dit qu'à Anticosti, on est esclave presque de la température du jour. On est assez... Ou des 3-4 jours précédents. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on encourage les gens qui viennent chez nous à profiter davantage d'un forfait qui s'organise sur 5 jours ou 6 jours, de telle sorte que la probabilité fait que sur un séjour de cette période, premièrement, on a le temps de franchir les distances Anticosti qui sont quand même respectables, mais aussi de profiter à l'intérieur de ces 4 ou 5 jours-là d'un certain nombre de journées où les conditions peuvent être propices. Alors, c'est ce qui fait, oui, que c'est intéressant en se situant là, 4-5 jours au moins. Tout à fait. Oui. Mais ça nous permet aussi de découvrir un tas d'autres choses. Des renards, des lacs absolument inconnus ou vierges ou à peu près, qui n'ont pas toujours intéressé les prédécesseurs, c'est-à-dire on découvre encore cette année des lacs qui n'étaient pas exploités où on se surprend à sortir à l'occasion des truites mouchetées de 3 à 4 livres, ce qui est très, très surprenant. Ouais, et ça devient... fantastique, pas juste surprenant. Surprenant dans le sens que peut-être qu'on ne s'attend pas à trouver ça. Ah, c'est ça, oui. Mais pour le plaisancier ou la personne qui fait un petit voyage ou même le fanatique qui va s'installer dans un pavillon de pêche au saumon, évidemment, il arrive une journée où c'est un peu plus tranquille et où on a le goût d'une autre forme d'expérience, mais il peut être très intéressant de découvrir un petit ruisseau où on a de la truite de mer ou un petit lac où finalement, avec une embarcation, on peut s'installer. D'ailleurs, lorsqu'on pêche le saumon, ça donne aussi droit à la pêche à la truite de mer. Dans la même rivière. Dans la même rivière, et les truites de mer sont plus près de l'embouchure, du moins quand j'ai eu l'occasion. Et généralement, un peu plus tardif dans la saison. Voyez-vous, le saumon, on peut considérer que la très bonne saison s'étale de la mi-juin à la fin juillet, tandis que la truite de mer, c'est plutôt de la mi-juillet à la fin août. Alors, ce qui fait que même l'amateur qui n'a pas réussi à avoir la meilleure date pour venir à la pêche du saumon, bien, peut être finalement récompensé pour sa peine, puisqu'il peut avoir énormément de plaisir. Oui, puis avec des limites de truite de mer plus élevées que les limites de saumon. Exactement. Le saumon, au moment où on se parle, les limites qui ont été imposées, c'est à 2 par jour et à 10 pour la limite de possession, ce qui est quand même supérieur à d'autres endroits. Ça compense pour sa taille un peu plus faible, en moyenne, que sur des rivières comme la Matapédia. Et pour la truite de mer, ça peut être de 10 ou de 15, dépendant du secteur et de la zone, mais c'est quand même des limites très, très intéressantes, évidemment. Oui, délicieuses à manger en passant. Là, ceux qui ne parlent que par le saumon, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté souvent la truite de mer. Il faut rencontrer un insulaire pour pouvoir goûter de la truite fumée. Ah bon? Alors, ceux qui vont à Anticosti devraient prévoir de rencontrer un insulaire qui va leur faire goûter de la truite fumée. Maintenant, naturellement, il y a un éventail, il y a des diversités de formules. Peut-être pourrait-on expliquer à nos téléspectateurs les formules qui s'appliquent à la pêche au saumon Anticosti. Donc, la pêche au saumon est d'abord divisée à l'île, chez nous, à Anticosti, en 2 grands types, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pêche du saumon en pavillon, qui est vraiment le séjour organisé avec guide, bouffe, nourriture, donc cuisine, etc. Oui. Et de grande qualité, d'ailleurs. De grande qualité, à différents prix, évidemment. Il y a quand même quelques niveaux de prix, selon la qualité de la rivière ou la qualité du service qu'on requiert. Mais il y a aussi une autre gamme de produits qui est plus modelée vers l'amateur non fanatique, là, qui veut découvrir ou apprendre ce que peut être la pêche du saumon, puisqu'il faut pêcher à la mouche, évidemment. Donc, il peut louer un petit chalet, se faire sa propre nourriture et profiter d'une rivière comme la rivière McDonald ou la rivière Patate, qui sont des rivières très intéressantes à découvrir sans payer des fortunes
et où on peut quand même être autonome, se déplacer, avoir un véhicule à sa disposition et finalement faire autre chose. Oui. Ça, oui, justement, tout à l'heure, on mentionnait la question d'accessibilité, la question de véhicule. Il y en a qui pensent qu'Anticosti, durant l'été, on ne peut pas se déplacer avec notre propre véhicule. Alors ça, depuis quelques années, nous encourageons de plus en plus les gens à se prendre en charge et je pense que les gens apprécient énormément. En arrivant à l'aéroport ou au quai de Port-Meunier, un véhicule peut être mis à leur disposition. Et finalement, avec des cartes, avec la signalisation qui a été refaite en profondeur cette année, les gens peuvent être beaucoup plus autonomes et découvrir à loisir tout le paradis qu'est l'île d'Anticosti et finalement, ne pas toujours être limité, encadré, puis n'avoir pas le droit de ci, puis pas le droit de ça, de sorte que finalement, ça peut même devenir une aventure en toute sécurité. Et on aime le dire, c'est quand même pas le bout du monde où on se sent absolument inquiet. Oui, parce que les accès, tout ça, il y a des gens qui passent, il y a des gardes forestiers, des gardes de chasse. C'est ça, et on se trouve à proximité d'une route, on se trouve à proximité d'un chalet. Finalement, on fait quelques kilomètres et on est toujours en sécurité. Et ces gens-là peuvent prendre une journée de pêche si ça leur tente. Tout à fait, à la carte. À la carte, ils peuvent louer les services d'un guide si ça leur tente. Tout à fait. Et c'est fantastique, et ça. Avec des petits compléments, comme par exemple être capable de louer un petit vélo tout-terrain ou un vélo de montagne, puis de parcourir les sentiers de chasse et autres. Bien, ça, c'est intéressant. Maintenant, les modalités des réservations, parce que c'est toujours extrêmement important pour la pêche du saumon. Alors, pour la pêche du saumon en pavillon, les réservations pour la saison 88, donc l'été à venir, se prendront à compter du 19 septembre, par téléphone seulement, dans un système premier arrivé, premier servi, puisque aucun des forfaits n'est vendu d'avance. On met littéralement en vente le même jour à tout le monde, les mêmes places, de sorte que le 19 septembre, en téléphonant à un numéro 100 francs en plus, 1-800-463-0863, on peut obtenir déjà sa réservation pour l'an prochain. Pour ce qui est des forfaits en chalet ou à la carte, ces forfaits-là seront mis en vente à compter du mois de mars de l'an prochain et j'invite les intéressés à surveiller très attentivement les journaux puisqu'on publiera à ce moment-là nos modalités de réservation. On a passé rapidement chasse et pêche. Il y a un combiné possible. Ça, pour les vrais mordus ou encore les gens qui veulent goûter une expérience combinée absolument inoubliable, durant le mois d'août, il est possible, légalement et en toute sécurité, de faire, dans un même forfait qui dure 6 jours, un certain nombre de jours à sa guise de pêche du saumon et d'autre part de chasse du cerf de Virginie. De sorte qu'on pourrait théoriquement, je dis bien théoriquement, revenir avec deux cerfs de Virginie chez soi et 10 saumons. Quel trophée! Oui. On va aussi parler des études qui se font sur le saumon, peut-être pour que les gens puissent savoir à quoi s'en tenir là-dessus. Évidemment, le saumon est une population assez fragile, de sorte qu'avec les biologistes et en collaboration avec le ministère Loisirs, Chasse et Pêche, on procède de façon régulière à une analyse de la qualité du poisson, de la qualité de pêche aussi, de l'aménagement et de l'habitat des rivières, de sorte qu'on fait en sorte de maintenir et de préserver les habitats. Oui. Juste un coup sur le code de conduite qui est nouveau. Alors, nous avons introduit cette année pour la clientèle et pour les employés, comme ils sont plus autonomes et peuvent mieux se diriger, un code de conduite. Un code de conduite et on indique par écrit aux gens quel est le comportement qui est le plus souhaitable pour le respect des autres et pour le respect de la faune, évidemment. Merci, Pierre. Merci. Merci. Anticosti, la place extraordinaire, autant pour le cerf de Virginie, mais le saumon. D'ailleurs, c'est une des places les plus cotées d'Amérique du Nord. Et pour nous parler de la pêche qu'il y a à faire à Anticosti, nous avons avec nous Serge Vincent, pêcheur de la Côte-Nord, de la Gaspésie, d'un peu partout, mais aussi un habitué d'Anticosti. Alors, Serge, pour pêcher à Anticosti, là, quelques secrets. Tu sais, parce que la pêche au saumon, ça se ressemble un peu. Anticosti, le secret de la pêche à Anticosti, finalement, c'est d'utiliser de petites mouches. Ah bon? C'est un endroit où les grandes mouches ne sont pas nécessairement productives, sauf dans de rares occasions où les rivières sont pleines et quart. Et à ce moment-là, c'est extrêmement rare parce qu'Anticosti, on sait que c'est l'eau de pluie, finalement, qui fait que les rivières ont de l'eau à Anticosti, un bon débit d'eau.
On utilise de la En d'autres petite mots, il n'y a mouche. pas de réservoir. Il n'y a pas de comme on retrouve réservoir, sur la Côte-Nord, en c'est ça. Gaspésie ou ailleurs. C'est ça d'une part. Et les rapides d'Anticosti ne sont pas forts. D'ailleurs, le saumon Anticosti, c'est un saumon qui est extrêmement difficile. Donc ça serait un très gros rapide, Anticosti. Oui. ça, Anticosti, le saumon n'a pas d'obstacle. Alors, c'est un saumon qui n'a pas vraiment une queue qui est forte. Ça, oui. On a de la difficulté, par exemple, d'un saumon de 10 livres Anticosti, qui est le saumon à peu près d'Anticosti, le gros saumon de le capturer à la main ou avec un serre-queue, par la queue, là, de sortir, parce que la queue écrase. Comme on peut faire en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, où les rivières sont fortes. Quand on parlait de grandes mouches, on en a un des exemples ici, par exemple. Cette mouche qu'on utilise en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, on l'utilise en Anticosti, mais dans un modèle beaucoup plus réduit. Ah, bien ça, j'aime beaucoup. Là, on va tout examiner. Alors, ça de dans très un près. modèle beaucoup plus réduit, Comme celle-ci. comme celle-ci, et l'autre qui est à côté ici. Alors, il y a autant de différences entre les mouches sèches que je démontre ici que les mouches noyées qu'on peut utiliser là-bas. Alors, c'est une question de dimension de mouche pour la plus grande partie de... C'est ça. Et pour l'équipement, bien, l'équipement de pêche à la truite suffit. On n'a pas besoin d'avoir des grandes cannes parce de que cannes fortes. sauf peut-être la Jupiter, les rivières sont moins larges. Oui, c'est ça. Les sont moins larges et souvent sont très peu profondes. Souvent, les cuissables suffisent. On n'a pas besoin de Oui, ça m'est de arrivé bottes de culottes. m'asseoir, d'ailleurs, avec des bottes culottes dans les cailloux C'est ça. d'Anticosti pour pêcher. Nous étions ensemble à Oui, ce moment-là. c'est... Et puis l'eau était basse dans les rivières où nous avons pêché. Alors, c'est ça le secret de la pêche à Anticosti. C'est ça, avec des bas de ligne qui sont très petits, très fins. On pense à du 6 livres de résistance pour pêcher Anticosti. Alors, la difficulté d'Anticosti, c'est peut-être de trouver un endroit où aller. Mais je pense que maintenant, c'est très large. Oui, on a accès à plusieurs endroits dans Anticosti maintenant. Il y a un grand choix. C'est ça, un grand choix. Les rivières du gouvernement, les pourvoyeurs et tout. Oui. Merci, Serge. C'est déjà fini. Bien. Oui, en termes de publication pour le saumon, nous sommes vraiment gâtés. Il y a quantité de gens qui ont écrit des livres là-dessus, sauf que, encore là, il y en a des vieux, des jeunes. Et celui-ci, qui est un des plus vieux, c'est une pièce de collection, Poissons du Québec, Fishes of Quebec, avec une édition sur le saumon, publiée par les Pêcheries du Temps. Ensuite, la brochure numéro 12, Fonds du Québec, le saumon, qu'on peut encore se procurer. Mais pour ceux qui pensent à la pêche en termes de saumon, il faut aller voir La pêche à la mouche de notre ami Serge Vincent, où il y a quantité d'informations, de renseignements et tout ça, dessins, des photos, de la façon de procéder et tout. Et puis, Pêche à la mouche de Serge J. Vincent. Eh oui, le roi de nos eaux, il porte ce nom-là parce qu'il est tellement intéressant à prendre, mais aussi, il intéresse beaucoup les gastronomes. Par contre, certains croient que c'est compliqué de le préparer et tout ça. Mais pourtant, on peut faire des repas sur le bord de la Grève qui sont exceptionnels. Tout ce qu'on a à faire, d'après notre ami Gérard Huguenet, le maître cuisinier, le cuisinier chasseur, avec une poignée de fines herbes, enfin, je te laisse nous expliquer. Oui, le saumon, il y a une auréole autour du saumon, puis je ne crois pas que ce soit trop compliqué à faire. Il y a moyen de faire un repas sur le bord de la Grève, surtout on parlait d'Anticosti tout à l'heure. À l'île d'Anticosti, on a de la ciboulette sur le bord. Alors moi, je me suis sur le bord des fosses. Alors je me suis amusé à faire une recette avec des herbes qu'on retrouve dans nos jardins, du thym, du persil, ciboulette, estragon, cuit en papillote, dans un papier d'aluminium, et on fait cuire le poisson sans qu'il soit en contact direct avec la flamme. C'est très important. Autrement, ça le carbonise, il devient raide tout de suite. Alors, on dépose un peu de beurre sur notre papier d'aluminium. Oui. On dépose le saumon, une tranche de saumon. On a fait le filet, on a enlevé la peau, on a enlevé les arêtes, il est absolument propre. Un peu de sel.
Un peu de poivre. Un peu de poivre. Même ceux qui sont à diète, ils peuvent prendre un peu de sel aussi dans le saumon de plage. Les herbes que j'ai hachées, les fines herbes. Ensuite, goutte de une vin. goutte de vin blanc. C'est très facile. Oui, c'est très facile à transporter dans le sac. Hein. Moi, je pars sur le bord d'une rivière, avec que ce ça, soit à la truite, de toute façon, le vin blanc, un peu de saumon, ça ne prend pas de place. Et ensuite, on le dépose sur le bord du feu, sans qu'il soit en contact direct avec la flamme. Ça, c'est très important. Et voilà. Alors, c'est ça. Alors, merci Gérard. Il ne nous reste qu'à déguster ce poulet-là exceptionnel. 5 à 6 minutes de cuisson, pas plus. Merci. C'est terminé pour cette semaine. Mais à la semaine prochaine, pour plus de chasse, plus de pêche, plus d'activités de plein air à Chasse et Pêche Plus. On déroule la ligne. Nous avons choisi cette semaine comme thème de notre pêche blanche le doré, le prince de tous nos poissons, du moins d'après les gastronomes. Et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Yvon Gravel du ministère du loisir, biologiste au ministère du loisir chasse et pêche, qui va nous parler. Comment se fait-il, un poisson aussi exceptionnel, qu'on puisse le prendre aussi facilement l'hiver? Le doré, ça demeure une espèce comme la perche chaude et le brochet qui sont très actives au cours de l'hiver. C'est des espèces de poissons qui doivent continuer leur alimentation pour être en mesure d'avoir suffisamment d'énergie au printemps pour se reproduire. Alors c'est pour ça qu'on soupçonne que ces espèces-là, contrairement à d'autres qui sont beaucoup moins, comme disons le masquinongé ou les achigans même. Alors ces espèces-là font le délice de la pêche blanche. Les pêcheurs peuvent les capturer relativement facilement parce qu'ils continuent leur alimentation. Oui. Par contre, en termes d'endroits occupés, on retrouve les dorés, tout le monde le sait, quelquefois avec la perche chaude. Oui, les deux espèces de dorés, le doré noir, le doré jaune, se retrouvent occasionnellement, même à l'intérieur des baies. Alors que les gens pêchent davantage pour la perche chaude, on peut prendre occasionnellement du doré là. Sans doute que ces jeunes dorés-là s'alimentent sur les bancs de perche chaude qui sont présents dans ces endroits-là. C'est-à-dire les perches chaudes plus petites, celles qu'on ne capturerait pas nécessairement à la pêche blanche. Peut-être pas nécessairement, mais peut-être celles qui sont un peu plus grosses. Parce qu'un doré, disons, d'une livre et demie, 2 livres, il peut quand même prendre une proie de perche chaude d'une assez bonne taille. Mais la pêche au doré, comme on le voit ici,
se fait, quand on veut prendre des beaux spécimens de doré, se fait davantage en retrait des baies, plutôt à proximité des endroits où on sent encore le courant des lacs, des plans d'eau. Alors si on sortit un peu à l'écart de la baie, près des pointes, là, où on sent encore les effets des courants, des eaux rapides, pardon, c'est davantage là qu'on va prendre du doré et du gros doré. Alors, pour le pêcheur, il a intérêt à sortir des baies. Par contre, il y a une petite question de difficulté. Là, c'est pour ça qu'on trouve des endroits où il n'y a pas de véhicule souvent. Ben, justement. On ne peut pas s'y rendre en véhicule, mais c'est une excellente chose. Ça Exactement. On n'aura pas de concentration de cabanes dans les bons endroits à dorer parce qu'il faut se retirer à l'écart. C'est plus difficile d'apporter des cabanes parce que, disons, souvent, c'est des conditions plus précaires que dans le fond des baies où l'eau est tranquille et la glace très épaisse. Par contre, en termes d'appât ou de leurre, oui, là, c'est important aussi de choisir des gros ménés, des plus gros ménés. Ça, c'est une opinion de biologiste, parce que moi, je dis que les petits ménés prennent et les petits dorés et les gros dorés. Les gros prennent les gros. C'est vrai, Non, mais en fait, il est reconnu que c'est des espèces, le doré, comme le brochet, qui souvent vont sauter sur une grosse proie, parce que souvent, on tente, en tout cas, il est dit dans la littérature que ces espèces-là vont rechercher des grandes proies. Oui, c'est ça. Puis c'est une question de relation aussi entre l'énergie dépensée pour ce qu'ils ramassent. Exactement. Alors, merci, Yvon. Au plaisir. Le doré, le prince de nos poissons, d'après les gastronomes, du moins, est souvent capturé en même temps qu'on fait la pêche à la perche chaude. Seulement, il y a des gens qui préfèrent pêcher spécifiquement le doré. Et pour le capturer, ils utilisent un équipement que je dirais un peu plus sophistiqué. Et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Ronald Lauzon d'un magasin de chasse et pêche spécialisé qui donne un service personnalisé du groupe Propac. Alors, M. Lauzon, si on commençait, oui, par la dandinette. Oui, vous avez la dandinette munie d'un rapala. Ici, une leurre très efficace. Sans vif. Sans vif, qui a l'action de tourner lorsqu'on dandine. Puis de culbuter, puis de faire des mouvements. C'est très bon pour le doré, ainsi que vous avez un choix de couleur aussi, dépendant des préférences des pêcheurs. C'est ça, puis la couleur de l'eau aussi. Oui, c'est lié à la couleur de l'eau. Oui. Ensuite, il y a aussi dandinette avec vif. Avec vif, qui est, disons, pour ma part, plus populaire. Oui. Avec un petit mené. Le même type qu'on utilise pour la perche. Le même type, je sais pas. Et ça, c'est un type de dandinette qu'on appelle... le Swedish jig. Oui, la dandinette suédoise, quoique... Oui, ça c'est bien aimé pour la dandinette. Maintenant, si on passait à la bonne vieille méthode avant que la dandinette soit populaire, de capturer... Oui, vous avez ce principe de brimballe qui est très populaire, muni de... Oui, en fait, c'est une brimballe faite maison avec un montage qui permet au mené de tourner en l'entour, vous savez. Oui. Avec une pesée assez pesante quand même. Parce qu'on travaille souvent dans le courant par rapport à la pêche le courant. C'est un système populaire. Oui, puis il y a d'autres types. Ça, c'est le montage maison avec des baleines. C'est ça, c'est économique. Passons à des choses plus sophistiquées, là, vraiment, le fin du fin du fin. Oui, vous avez le polar, la brimballe, qui est pas mal sophistiqué, qui va intérieurement dans l'eau. Oui, en fait, oui, c'est installé comme ça, là, puis tout ce qui le moulinet est caché sous l'eau. Sous l'eau. Vous ajustez tout simplement la tension de votre corde. Oui. Puis on applique ce petit ressort-là ici. Puis le moindrement que ça mord. Aussitôt que le poisson va tirer sur le mené ou quoi que ce soit, ça déclenche là, on voit que ça a mordu. Et le poisson peut quand même, parce que le moulinet est sous l'eau, peut s'en aller sans pression. Sans pression. Qui donne une chance qu'il va réellement attaquer le mené, l'envaler, puis ça facilite la pour les pêche. Poissons qui mordent très lentement, particulièrement le doré, ça devient très efficace. C'est très populaire, ça. Bon, bien maintenant, on va passer au leurre, proprement dit. Oui, vous avez ici dans le... Oui, là, je reviens là-dessus, que des magasins de sport bien organisés ont un choix de méné. Oui. Là, on a un émeraude de taille moyenne. Moyenne, qui est très populaire pour le doré. Bon. Puis, on a aussi des chattes de laisse. J'ai la chatte de laisse, oui, qui est... C'est très rare qu'ils sont séparés. Puis, il y a certains pêcheurs, on voit qu'ils sont vivants.
Et Très les populaire, chattes de ça l'Est. aussi, tout dépendant des plans d'eau. Puis, bon Dieu. Ah, ben ça, c'est parce que les poissons sont bien vivants quand ils sont chez des marchands sérieux. Alors, merci Ouais. beaucoup. Ça me fait plaisir. L'activité plein air cette semaine, à Chasse et Pêche Plus, c'est de la pêche sur glace ou sous la glace, la pêche blanche à la baie Cannelle. Et la baie Cannelle porte bien son nom parce que M. Claude Cannelle, qui en est propriétaire, ça fait combien de temps que votre famille est dans ces secteurs-ci? 200 ans et plus. 200 ans et plus. Alors, ça ne pourra pas Ça faire pas. autrement qu'un Cannelle tienne la baie Cannelle, qui est le nom officiel de cette pêche sur glace. Oui. Très connu. A opéré depuis combien de temps? Ça Par opère vous-même? depuis, par moi-même, ça fait 10 ans, puis c'est opéré depuis, on peut dire, quasiment 20 ans, 10 ans avant moi. Oui, en fait, ça a débuté avec les débuts de la pêche sur glace là, dans la région de Montréal, la popularité. Oui, c'était une des premières baies, je crois, qui a été ouverte à la pêche blanche. Oui, parce que la proximité des routes pour s'y rendre, C'est ça. la faible pente, j'ai remarqué, entre la côte Oui. et la glace. L'accessibilité L'accessibilité facile, oui. C'est- Maintenant, quel niveau de quel service offrez-vous? J'offre les services de cabanes louées. J'ai 20 cabanes qui m'appartiennent. Puis en plus, ben, j'ai 60 cabanes de locataires. Qu'on appelle un locataire, quelqu'un qui a sa propre cabane, que moi, je lui offre les services d'entretenir sa cabane, des chemins ouverts à chaque cabane, ainsi de suite. Ça fait que de bloquer des cabanes l'hiver, d'en avoir soin si le locataire reste à Montréal, il n'y a pas à s'occuper. Moi, j'allais dire, c'est une forme de forfait là, qui comprend Un peu. tout, là. Tout. Vous transportez sa cabane sur place, Sur place. vous ramenez sa cabane, vous surveillez durant tout l'hiver pour pas que la glace prenne dans ses patins, tout C'est ça. ça. Et s'il le désire, vous l'entreposez aussi. On l'entrepose l'été. Puis même, on lui offre, avec le forfait, de changer sa cabane une couple de fois dans l'hiver s'il n'est pas satisfait de la première place où il était. Ah bon, ben ça Ça- encourage les gens parce Ben, que c'est ça. les pêcheurs, ils veulent toujours aller chez Je le peux toujours voisin. aller c'est toujours meilleur chez le voisin. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Nous autres, pourvu qu'il nous avertit, dans la semaine, c'est plus tranquille, alors on déménage sa cabane à proximité. Où est-ce qu'il veut l'avoir? Nous autres, on n'a pas de place précise. Où est-ce qu'il y a du poisson? C'est là que ça va. Bon, c'est là où vous mettez sa cabane là. C'est ça. Puis vous avez toute la baie pour le faire. Toute la grandeur de baie. C'est ça, c'est très vaste. Quant aux 20 cabanes que vous opérez vous-même, de quelle dimension sont-elles? On a de toutes les cabanes. On va dire on a 3 prix de choses, de la petite, de la moyenne et de la grande. La petite mesure combien? 8 par 8, 7 par 8. Puis la moyenne? La moyenne, c'est 10 par 12. Ça, c'est plutôt de la grande, mais on peut dire 10 par 10. 10 par 10. Dans chacune les petites cabanes, vous avez... Ils sont toutes chauffées au gaz propane. Oui, c'est ça, chauffées au gaz propane. Puis j'aimerais que vous nous donniez l'explication pourquoi elles sont chauffées au gaz propane par rapport à la plupart des cabanes qui sont chauffées au bois. Le gaz propane nous exempte beaucoup de main-d'œuvre parce Ouais, qu'une bon, tank ouais. nous dure à peu près un hiver. Ouais, un réservoir, c'est bon pour un C'est pour un hiver. hiver, un réservoir de 100 livres. Ça fait que là, à Mais ce moment-là... oui, la sécurité, là... La sécurité, c'est que tant qu'on celui qui a loué à la cabane, bien, des fois, c'est une place pour prendre un petit verre. Oui. Ça fait que là... Il y a une question de distraction. Distraction, puis de ça quelqu'un fait qui- d'allumer le poêle, il s'éteint, ainsi de suite. Tandis que là, avec le gaz propane, nous, autant qu'on y va, puis l'homme est parti, le locataire est parti, on ferme la valve. Il n'y a plus de feu dans la cabane. C'est ça, puis il y a pas, la cabane n'est pas surchauffée, Elle est pas peut-être comme au bois, le surchauffée. contrôle est plus... C'est ça. Parce que est vous avez plus, toute la majorité des thermostats dans chaque cabane, à chaque fournaise. Puis dans vos grandes cabanes, il y a une cuisinière aussi. J'ai vu une J'ai- table, des chaises. 5 ou 6 cabanes, des grandes cabanes, puis 12 par 12, avec une cuisinière pour faire cuire la bouffe, on va dire, si vous mangez de la part chaude. Ben, Du doré. j'espère que ceux qui viennent ici Ouais, mangent ouais, de la ouais. perche Ils mangent chaude. de la part chaude fraîche. Du doré. Puis du doré, et ainsi de suite. Ça fait qu'ils ont le poêle d'une cuisinière au gaz propane qui est avec la cabane. Comme de raison, elle vaut un petit peu plus cher, mais vous avez la Oui, commodité. ben c'est ça, de- il y a le service. Le service. La largeur de vos routes, j'ai vu que vous étiez très généreux à la largeur de vos chemins. Ben, j'aime ça, des chemins larges, parce que ça exempte des accidents, moins de trafic. Le trafic, puis j'exige de mes locataires, les automobiles, de jamais laisser les autos dans le chemin. De façon à ce que, Parce que même s'il y a... du trafic beaucoup, S'il y a de la poudrerie. la poudrerie, ben, le chemin est toujours plus large. Ça fait qu'ils ont toujours le moyen de sortir plus facilement qu'un petit chemin étroit.
Ça fait que j'ai de l'équipement voulu pour élargir mes chemins. Puis c'est mon orgueil personnel de faire des beaux chemins, ça paraît bien, puis le monde aime ça. Puis tout le monde me félicite de ça, d'avoir des beaux chemins. Des chemins très larges, personnellement, ça m'a frappé. Puis j'ai vu que vous aviez des couleurs standards qui sont... Oui, tout est jaune et... jaune, orange et noir. Les camions, l'office, les boutiques, les cabanes, tout est jaune, orange et noir. Même mes lignes que je loue, les coffres. Acheter de la peinture bleue ou de la ronde orange, c'est le même prix. Oui, en me promenant sur la glace, j'ai pas remarqué de petites cabanes, tu sais, de 4x4 ou 4x6, des toilettes, là. Des toilettes sèches qu'on appelle. Nous autres, la toilette est au poste d'accueil, à chaleur. Bon, j'allais dire. Et comme le poste d'accueil est tout près du centre, même les jeunes peuvent venir à pied. À pied, oui. C'est ça. Alors ça, c'est un autre service supplémentaire des toilettes à chaleur. À chaleur. Les gens recherchent ça très souvent. Maintenant, quand on parlait tout à l'heure d'un autre service, le service de ceux qui ne louent que l'emplacement, vous m'aviez mentionné, mais on aurait peut-être dû insister un peu plus là-dessus. Vous offrez le service d'aller, supposons le pêcheur typique qui construit sa cabane dans sa cour, et puis là, ben, il se dit, j'aimerais bien la mettre quelque part, et vous offrez le service... Moi, j'offre le service de transport complet. Je vais la chercher aussi bien à Montréal, n'importe où dans les environs. Dans toute la région de Montréal. Dans toute la région de Montréal. Rive-Sud. Rive-Sud. Je vais la chercher gratuitement. Qui s'en vient chez nous, qui est un client, pour moi, mais ça ne coûte rien. Il paye son forfait d'hiver. Point, c'est tout. C'est ça, puis vous allez chercher. Alors ça fait un service. Mais là, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas encore tellement insisté. Ce sont les espèces qu'on capture. Ah, les espèces sont à peu près générales partout. Oui, la perche chaude. À le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Oui. Le brochet. Le brochet. Et la baie, le doré. Ah bon. Oui, parce que sur la conformation géographique, d'ailleurs, d'où part la baie, là, la pointe, elle se nomme? La pointe au doré. Parce que c'est une excellente pointe. C'est une place qui a été reconnue, nombre d'années. D'ailleurs, ça porte ce nom-là depuis déjà combien de temps? Ça déterminait le départ du lac des Deux-Montagnes, la pointe au doré. Ah bon? Ça fait que ça a tout resté. Ça veut dire que le doré est... Probablement que l'été, là, juste quand la pointe est contournée... C'est très bon pour l'été, bon. à quelques pas, quelques 100 pieds de la pointe. Bon, alors la baie, proprement dite, part de cet endroit-là, et elle s'étend sur une longueur de peut-être 1 000? 1 000 et quelque chose. Peut-être 2 kilomètres, là, oui, à peu près. Alors ça veut dire que tout le long de cette baie-là, entre la rivière Outaouais et la baie, ça créerait ni plus ni moins une belle passe à doré. C'est une passe à doré tout le long. C'est pour ça que mon troisième chemin est tout le long du Chenail, comme on dit, là, de la rivière Outaouais. Oui, un des chemins est parallèle à la limite du Chenail. Du Chenail. Oui. Pour spécialement le doré. Alors, ceux qui veulent se spécialiser dans le doré, ils installent leur ligne à partir de la cabane vers le Grand Chenail. C'est ça. Jusqu'à une profondeur de 8-9 pieds. Après ça, vous tombez dans l'écran qui est 15 pieds, 20 pieds. Oui. Fait que là, à ce moment-là, vous tombez dans l'écran qui n'est pas très bon pour le doré. Mais le doré juste en haut de l'écran. En dedans de la baie, comme on dit. Ah bon? Parce que la profondeur est moindre, là. Là, c'est la meilleure place pour le doré. Maintenant, pour le brochet, parce que la baie a une conformation telle qu'il y a des parties spécifiques. Le brochet est dans le fond de la baie qu'on appelle, le fond de la baie, là, où il y a moins d'eau. Si on remonte à partir de la pointe au doré, là, dans combien d'eau, là? Là, vous avez 2 pieds, 3 pieds d'eau, là. Ah bon? Ça fait que là, c'est c'est planche, puis de l'herbe, ainsi de suite. Ça fait que c'est à la place à C'est très sale, mais par contre, il y a de la perche chaude. C'est de la perche chaude et le brochet. Oui. Des belles pièces qui sont prises. Ils sortent des belles pièces, et je pense qu'il n'y a pas de fin de semaine qui ne sort pas du 10 livres et plus. Ah bon? C'est sorti 24 livres, 25 livres. On a intérêt, même si on pense prendre que de la perche chaude, à avoir un équipement adéquat. Oui, sortir le brochet du brochet de 25 livres. Oui. Le reste de la baie, lui, couvre un espace où il y a surtout du... Il y a du brochet. Le brochet est partout dans la baie avec la perche chaude. Puis vous avez le doré qui vient faire son tour. Oui, vous me disiez qu'il y a toujours quelques pêcheurs de perche chaude qui ont une surprise agréable. De rencontrer un doré dans le milieu de la baie. Mais il y en a quasiment tout le temps. Mais pas à grosse quantité comme au large, comme on dit. Mais il y a toujours 1 ou 2, 3 dorés qui viennent sentir puis qui se font prendre.
Ça fait que ça fait des heureux. Ben oui, parce que le pêcheur de perche chaude... Le pêcheur de perche chaude qui ramasse un doré. Même, je pense qu'il aime encore mieux ça que le pêcheur de perche chaude qui prend un brochet. Parce que les brochets, surtout les mordus, si on peut dire, du brochet, du gros poisson, du poisson record et tout ça, qui, lui, veut capturer absolument le gros. Est-ce que vous avez aussi un concours où les gens inscrivent leur prise? C'est-à-dire que j'ai pas de concours, mais il y a souvent des derbies, comme là, le mois de février. Des tournois. Des tournois. Oui, pour le mois de février, à quel... Les 3 premiers samedis sont pris complets pour les derbies. Des tournois où là, il y a ce jour-là, il y a un concours. Moi, je donne des prix à chaque fois pour les concurrents, c'est-à-dire pour les organisateurs du derby. Puis le derby par lui-même, on va dire que si c'est une compagnie ou quelque chose, on a des trophées, et ainsi de suite, qu'on donne. C'est ça, oui. Puis là, ça, c'est les fois où il y a peut-être 100, 150... 150 autos. Autos, ça veut dire 300 pêcheurs. Ça. Ah oui, oui. Parce que vous avez des derby, j'ai une capacité de 200 personnes à peu près dans mes cabanes. Ah bon? Alors, ça veut dire que ceux qui organisent des tournois et qui recherchent l'espace pour environ 200 personnes peuvent venir ici. Mais il y a quand même, les gens peuvent venir, même s'il n'y a pas de tournoi. Ah oui, absolument. C'est quelle date, vos 3 tournois? Le 3, le 6, le 16, c'est-à-dire les 3 samedis de février, ça commence, là. Bon, ben on n'a qu'à vérifier, oui, c'est pas plus grave que ça. On n'a qu'à vérifier les 3 premiers samedis de février. Il y a du derby. Des tournois. Et puis, on encourage les gens à venir capturer perche chaude, brochet, doré à la baie Canel. Merci beaucoup, M. Canel. Nous sommes toujours avec René Malo. Et ce coup-là, nous ne sommes pas dans son bureau de travail, mais auprès de pièces exceptionnelles dont il va nous parler d'ailleurs. Bien, ce sont les vedettes des films de cette année, les truites de la Cagnapisco qui sont déjà immortalisées. C'est une pièce qui a été faite par Denis Damour, un artiste incroyable. D'ailleurs, Gilles, on en a quelques autres. Si tu veux, regarde celle-ci. Ça, c'est une des belles truites qui a été capturée cette année par André Roberge, qui d'ailleurs est l'organisateur du souper Naturophone, le fameux souper qui attire plus de 500 personnes tous les ans au Sheraton Laval. Le souper a lieu tous les ans le 29 janvier. Et cette année encore, ce sera incroyable. S'il y avait des gens qui aimeraient peut-être assister à ce souper-là, ils n'ont qu'à téléphoner au Sheraton Laval et demander Jacques Gravel. Il reste à peine 4 tables sur une possibilité de 55 tables. C'est des billets à 100 $ du couvert et tous les profits sont versés au camp école. L'an passé, 142 enfants ont été à la pêche gratuitement. Donc, les truites de la Cagnapisco, les soirées de chasse et pêche Molson, eh bien, c'est ça. Et en parlant de soirée de chasse et pêche Molson, Gilles, la semaine dernière... Quand ça a lieu? Ben oui, on a été arrêté, on avait donné la première semaine de février, la liste. Et là, on va donner la deuxième semaine. On va être dans Chamadé, dans la région de Montréal, le 14, la journée de la Saint-Valentin. On va avoir un fun. Programme double à la salle André Mathieu. Le lundi, au centre Poupard à Montréal, sur la rue Poupard. À Dorion, à la place Harwood, le mardi 16. Mercredi, le 17, à Saint-Jérôme, au cégep de Saint-Jérôme. Le 18, on est à Montréal encore, à Saint-Jean-Beckman, sur la rue Chabot. Le 19, à l'Épiphanie, un vendredi soir, au centre communautaire, plein à craquer. Et le samedi soir, à Saint-Hyacinthe. L'an dernier, plus de 2200 personnes. Cette année, et d'ailleurs, à la fin, on va pouvoir retrouver chacun de ces endroits-là avec le numéro de téléphone avec qui communiquer pour se procurer les billets. Parce que les gens cherchent les billets. Bien sûr, ils en sont en vente presque partout dans les environs. Mais il y a aussi les associations qui, eux, en gardent une grosse quantité pour vendre aux gens qui leur téléphonent. Et on verra tantôt les numéros de téléphone qui apparaîtront à l'écran. Et bien entendu, Gilles, moi, ce que La soirée finale. La soirée finale. Bien, vu que tu en parles, j'avais préparé ici un petit cadeau
pour les auditeurs de l'émission. Il y a 100 billets ici et peut-être j'aimerais que tu les donnes à ta façon à l'émission. Un petit peu ma manière de dire merci aux gens. La soirée finale de Verdun, ça a lieu le 18 mai. 5000 personnes l'an dernier, du plaisir, 100 000 de cadeaux. Ben, écoute, qu'est-ce ça qu'on nous fait fait avec grand ces plaisir. Ben, on va en faire tirer. Pourquoi on à en tous donnerait ceux pas? qui nous écrivent chaque semaine. Pourquoi pas? 5 paires au moins. Par semaine. Alors, ils ont juste à écrire à Chasse et Pêche Plus, à l'adresse qui va paraître à la fin de l'émission. Et les personnes en auront. Et naturellement, je suis sûr qu'on va en avoir mais, suffisamment. Mais de toute façon, on va passer les 100 avant la soirée finale. Au début de mai, on verra le succès. Si jamais il me restait quelques billets, l'an dernier, Oui, ça s'est je envolé, suis ben, sûr. peut-être j'en donnerai quelques autres. Mais les amis, ce qui compte avant tout, c'est de venir vous amuser dans le cadre de nos soirées. L'an dernier, plus de 110 000 personnes sont venues au Québec s'amuser avec nous. On a donné près d'1,5 million de dollars en resto nos associations de chasse et pêche. On vous attend. Merci beaucoup. Merci. Ah, pour capturer le doré, le prince de nos eaux, il y a quand même des techniques assez particulières. Et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Réal Bertrand. Pas un vieux pêcheur, mais un pêcheur expérimenté du doré au lac des Deux-Montagnes. Alors, si on commençait par quelle place, là, il faut la meilleure place quand on arrive sur un plan d'eau pour pêcher le doré par rapport à une baie, par rapport à un chenal? La meilleure place, c'est de choisir, essayer de choisir surtout les profondeurs d'eau. Parce que plus... Juste à la limite du chenal. Juste à la limite là, du chenal. Avant de pogner trop la profondeur, non, aussi. Oui. Parce que la profondeur, c'est bon, mais il faut aller à une certaine limite. Ah bon? Ce qui varie normalement, le doré... Au lac ici, au lac des Deux-Montagnes, ça varie dans le 12 à 15 pieds environ. Pieds, ouais. 18, on peut aller jusqu'à 18. Dépendant aussi du niveau de l'eau, parce justement. ils ont cette tendance à jouer avec le niveau. C'est ça. Fait que, comme vous disiez, la meilleure chose, c'est dans... Maintenant, est-ce qu'on place les trous très loin de l'autre? On fait un cercle, une ligne, ou à quelle distance? C'est environ 15 pieds entre chaque, qui est le meilleur... Mais pourquoi 15 pieds? Parce que la vision est de 7 pieds. La visibilité, d'après le lac, là, la turbidité et tout, 7 pieds. On mentionne que c'est de l'ordre de 7 pieds. 7 pieds, c'est ça. Donc, un poisson, il ne peut pas passer théoriquement entre les lignes sans voir un méné sur une ligne ou un méné sur l'autre. Bon, là, ça, c'est une brimballe avec baleine de parapluie. C'est ça. Ben oui. Maintenant, il y a une façon, là, peut-être, d'installer les... une façon d'installer les lignes. Pourriez-vous nous dire, oui. La meilleure façon, là, c'est que on prend un plomb, naturellement, tout dépendant aussi des courants d'eau. Plus le courant, plus le courant est fort, plus le plomb va être gros. Ça, c'est un plomb environ de 3 huitièmes d'once, qui est parfait pour ici, pour le moment, parce que les courants ne sont pas trop forts. Maintenant, on place un plomb en bas, assez proche de l'hameçon. Et puis, à peu près un pied plus haut, on en place un autre. L'autre hameçon avec à peu près un pied. Maintenant, oui, c'est ça, la grosseur du plomb, mais il y aurait peut-être à parler aussi dans le cas des équipements extrêmement souples, nous autres, sensibles. Nous avons un petit plomb ici. Oui, pour balancer celui-là. Pour balancer lui, qui est... faut pas qu'un soit plus gros. Faut pas qu'un soit plus gros que l'autre par rapport au... justement. Fait que... Ben là, je le demande. Maintenant, la façon de le piquer. La façon de le piquer, OK. Là, c'est le pêcheur d'expérience qui me parle. Là. Supposons que ça mord. Supposons que ça mord. Tout dépend de la façon de le piquer. Disons que le drapeau pas juste fait ça. C'est un doré. C'est un doré. Là, tu arrives tranquillement, naturellement. Puis là, puis là, tu arrives, un petit coup sec, puis bon, roule le c'est ça. Juste le ferrer, puis le monter. C'est ça. Théoriquement, on sort le poisson. Alors, merci, Réal. Espérons qu'on va être capable d'en montrer. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. OK, merci.
C'est malheureusement tout pour cette semaine. N'oubliez pas de communiquer avec nous à Chasse et Pêche Plus afin de nous transmettre vos commentaires et de participer à notre tirage. À la prochaine!